Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et ce aujourd'hui, ce 18/07/2025, j'accueille Nicolas. Comment ça va, Nico, aujourd'hui? Ça va, c'est bientôt mes vacances. Donc au Ah, final, c'est assez tranquille. ah J'ai bah ça c'est trié tous chouette. mes mails du boulot aujourd'hui. C'est Yes, une très intéressant. Mais on ne fera pas de chronique là-dessus. Non, non, du tout. Mais d'ailleurs, les miens, je ne les ai pas triés. Il faudra qu'un jour je me mette à trier mes 100, 200 messages non lus ou 150 messages non lus, je ne sais pas. Il faudra que je m'y mette un de ces quatre. Nico, aujourd'hui, tu ne viens pas tout seul. Tu nous présentes quelqu'un pour qui c'est sa première intervention. Et ce quelqu'un, c'est Cassandre. Comment vas-tu, Cassandre, aujourd'hui? Coucou, bah écoute, ça va. Moi je suis en vacances et mes mails sont triés. Eh ben, écoute, ça c'est plutôt chouette, comme quoi c'est possible, ça nous montre Eh que oui, tout est possible dans la vie et voilà. Bah, bienvenue du coup dans l'émission, Cassandre, c'est ta première dans l'équipe de Tout et de Rien et on remercie Nicolas de t'avoir gentiment invité. Tous les deux, vous êtes venus aujourd'hui pour nous parler un petit peu de littérature, d'une critique littéraire. Vous avez travaillé littéralement en binôme l'un avec l'autre. Mais on en a discuté un petit peu en off tout à l'heure. Afin d'introduire votre critique littéraire et l'objet de votre critique, je vais commencer de mon côté avec une chronique. Une chronique un petit peu particulière, puisque c'était normalement quelque chose que j'avais écrit pour un hors-série qui ne sortira jamais. Un hors-série qui devait traiter de la guerre anglo-espagnole du XVIe siècle. Donc, comme Sorcery ne s'est pas fait, je recycle la chronique, je l'ai un peu pimpé d'ailleurs aujourd'hui, en y rajoutant d'autres trucs, en s'éloignant un petit peu du sujet de base qui était la guerre anglo-espagnole. Parce qu'aujourd'hui, on va pas parler forcément de guerre, on va parler en fait capitalisme. Alors, est-ce que vous êtes prêts ou pas? Avec oui, le capitalisme, Avec le je sais pas. capitalisme, bah, On est il est déjà là de toute choisi, façon. est-ce qu'on est vraiment prêt? On est né dedans, donc on ne peut être que malheureusement prêt, mais espérons qu'on soit prêt à le défaire un jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tournant du XVIe siècle, l'Europe traverse une période de profond bouleversement spirituel. La réforme protestante provoque une fracture entre deux blocs, donnant naissance à une dynamique conflictuelle qui va dépasser les seules questions religieuses, faisant basculer alors l'Europe dans un siècle de guerre. Dans ce contexte, la guerre anglo-espagnole, qui a duré entre 1585 et 1604, se profile comme un affrontement majeur mêlant la défense des croyances religieuses, la lutte pour la suprématie politique et la conquête des richesses coloniales, remodelant ainsi les structures économiques et sociales européennes. Cette lutte, marquée par une intense piraterie et une intense contrebande, affaiblit l'Empire espagnol, favorisant alors la montée des puissances protestantes commerçantes et contribue ainsi à l'émergence d'un capitalisme moderne. C'est le cas des Provinces-Unies qui constituent un objet central dans l'historiographie économique contemporaine. Cette région correspond en grande partie aux actuels Pays-Bas elle est fréquemment citée comme étant un laboratoire précoce où s'est développé un système capitaliste stable et institutionnalisé antérieur à la révolution industrielle. Plusieurs historiens, parmi lesquels notamment Jean Luiten van Zenden et Martin Prak, défendent cette thèse en s'appuyant sur l'analyse d'institutions financières innovantes, d'un marché du travail libéralisé et d'un cadre politique républicain favorable à l'accumulation du capital. Plus précisément, les Provinces-Unies illustrent une forme avancée du capitalisme marchand dans laquelle la circulation du capital, la sécurisation des contrats et l'existence d'organisations horizontales autonomes telles que les guildes, les communes jouent un rôle structurant. Cette configuration institutionnelle confère à la région une stabilité et une efficacité remarquables dans la gestion des marchés, ainsi qu'une adaptation qui contraste avec les structures féodales centralisées contemporaines de leur époque. L'emploi de l'expression entre guillemets capitalisme moderne fait toutefois l'objet d'un débat méthodologique dans la mesure où le capitalisme des Provinces-Unies se caractérise davantage par des mécanismes de marché et d'investissement que par une industrialisation mécanisée. Le capitalisme marchand, bien qu'innovant et précurseur, diffère donc d'un capitalisme industriel qui s'imposera plus tard en Europe, notamment au XIXe siècle. Ainsi, les Provinces-Unies offrent un modèle intermédiaire où coexistent les formes précoces d'organisation économique capitaliste dans un cadre politique social républicain.
Comment, dans ce contexte, la rivalité religieuse, la guerre et l'économie s'entrelacent-elles ainsi pour façonner le monde moderne? Je vous pose la question, hein, mais avant ça, c'est quoi les Provinces-Unies? Bon, à ce stade, je me suis dit que expliquer l'existence des Provinces-Unies était une véritable chronique en soi. Ça rajoutait littéralement 8 pages. Donc je me retrouve fort dépourvu et on va essayer de faire simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Provinces-Unies correspondent plus ou moins aux Pays-Bas actuels. Ce que vous devez comprendre, c'est que beaucoup de monde s'est tapé dessus pour prendre le contrôle de cette région, du fait de ses capacités commerciales, et donc de ses capacités à se faire du blé. Pour l'époque qui nous intéresse, ce sont les Espagnols qui contrôlent le plus gros de la région, et il faudra attendre 1579 pour que les Néerlandais décident de prendre leur indépendance et fondent la République des 7 Provinces-Unies des Pays-Bas. Abrégé en Provinces-Unies, parce que République des 7 Provinces-Unies des Pays-Bas, c'est un peu long. On fera d'ailleurs peut-être un jour une chronique sur ça, histoire de ne pas jeter à la poubelle toutes les infos que j'ai trouvées. Mais bref, retour à la chronique de maintenant. On va donc essayer d'analyser le premier facteur de la naissance de ce capitalisme marchand néerlandais, à savoir la religion. Alors à votre avis, de quelle religion on va parler Le Ah ah, protestantisme? le protestantisme, exactement. La réforme protestante est bien des choses, nous en parlerons d'ailleurs peut-être un jour, mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont les conclusions économiques qu'elle dégage. L'influence du protestantisme et plus particulièrement du calvinisme sur l'émergence du capitalisme moderne a été une thèse majeure dans l'historiographie économique et sociologique. Dès le début du XXe siècle, un certain Max Weber a formulé l'hypothèse selon laquelle l'éthique protestante, par son ascétisme, sa valorisation du travail et de l'épargne, aurait joué un rôle décisif dans la formation d'un esprit capitaliste propice à l'accumulation du capital. Cette relation complexe entre religion et économie continue d'alimenter les débats académiques mettant en lumière les interactions entre culture morale et développement économique. Aussi, on va citer le maître directement, dans son esprit, dans son éthique protestante et l'esprit du capitalisme, pardon. Weber nous dit: problème majeur de l'expansion du capitalisme moderne n'est pas celui de l'origine du capital, c'est celui du développement de l'esprit du capitalisme. Et justement, toute la thèse principale de Weber repose sur l'idée que le protestantisme, en particulier les courants calvinistes, donc, a valorisé le travail comme une vocation divine, avec le concept de calling qui incitait les individus à exercer leur métier avec rigueur, discipline, honnêteté, transformant donc le travail en une forme de dévotion. Cette éthique favorisera une attitude positive envers l'accumulation des richesses, non pas pour l'ostentation, comme le faisaient les catholiques avant, mais comme signe d'élection divine. Je vais reciter Weber: ce n'est ni l'oisiveté ni la jouissance, mais l'activité seule qui sert à accroître la gloire de Dieu, selon les manifestations sans équivoque de sa volonté. Gaspiller son temps est donc le premier, en principe, même le plus grave de tous les péchés. Cette valorisation morale du travail conduisit également à une épargne méthodique, à une réinvestissation des profits dans l'entreprise plutôt qu'à une consommation ostentatoire, créant ainsi des conditions culturelles favorables à l'expansion d'un capitalisme marchand et industriel. Cette nouvelle morale du travail s'est vue rapidement accaparée par des élites bourgeoises, notamment en Angleterre et dans les Provinces-Unies, qui sont alors devenues des moteurs d'une économie tournée vers un commerce international. Cette éthique favorise la formation d'un esprit capitaliste où l'accumulation de richesses n'est pas seulement permise mais valorisée et donc enclin à devenir un modèle pour tous. Au-delà de la simple valorisation du travail, le protestantisme encouragea la rationalisation des pratiques économiques. L'importance accordée à la discipline, à la planification et au contrôle dans la vie religieuse se traduisit par une organisation méthodique des affaires. Cette rationalisation s'exprime donc dans la gestion rigoureuse des entreprises, l'optimisation des ressources et l'innovation financière. Par ailleurs, les communautés protestantes développèrent des réseaux de confiance et de solidarité facilitant les échanges commerciaux et la circulation de l'information. Élément, tout ça essentiel bien évidemment dans la construction d'un capitalisme efficient. Cette dimension sociale permit la formation des coalitions économiques stables et la réduction des coûts de transaction. Cette éthique coexiste paradoxalement avec la mise en place d'un système de traite négrière fondé sur la déshumanisation et la violence extrême. Les esclaves africains, souvent considérés comme
païens entre guillemets sont justifiés dans leur asservissement par une logique religieuse de conversion forcée ou de domination divine, une chose qui avait déjà été mise en place par les Espagnols catholiques mais qui se voit amplifiée chez les marchands anglais et néerlandais, où l'humain devient ni plus ni moins qu'une marchandise. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. La traite pose ainsi une contradiction morale majeure, alors que la foi protestante valorise la dignité humaine et la responsabilité individuelle, la réalité économique impose l'exploitation brutale de millions d'Africains. Cette tension se traduit par des débats internes, mais le poids des intérêts économiques l'emporte largement, comme toujours, et comme toujours aujourd'hui. Simultanément, la guerre anglo-espagnole incarne la confrontation entre un empire catholique de l'Espagne de Philippe II et l'Angleterre protestante d'Élisabeth Ier. Au cœur du conflit se trouve donc une opposition confessionnelle fondamentale. Philippe II d'Espagne incarne la puissance catholique, soucieux d'étendre la contre-réforme et de réprimer les révoltes protestantes, surtout dans les Provinces-Unies, et l'Angleterre d'Élisabeth Ier, devenue protestante depuis la réforme d'Henri VIII et consolidée sous son règne, soutient non seulement les insurgés des Provinces-Unies, mais voit aussi un énorme intérêt à saper l'économie de l'Espagne en soutenant les rebelles à travers la contrebande d'armes notamment. Au-delà du religieux, le conflit se joue alors ainsi à travers de vraies questions économiques. L'Espagne détient d'immenses richesses issues des mines d'or et d'argent d'Amérique qu'elle utilise pour financer ses guerres, là où l'Angleterre, encore en construction comme puissance coloniale, cherche à s'imposer dans les échanges mondiaux. La guerre devient donc un objectif économique. Contrôler les routes maritimes, les colonies et affaiblir l'adversaire sont des objectifs majeurs. La guerre stimule donc le développement économique maritime tourné vers la course, la colonisation, le commerce. De nouvelles compagnies de commerce se structurent et l'Angleterre s'affirme progressivement comme puissance navale et commerciale, tandis que l'Espagne commence à montrer des signes d'essoufflement. Mais ça pareil, nous en reparlerons aussi. Si la thèse weberienne a marqué profondément la réflexion sur l'éthique et le capitalisme, elle a été critiquée et nuancée. Plusieurs historiens soulignent que le capitalisme s'est également développé dans des régions catholiques et que d'autres facteurs économiques et politiques et techniques sont essentiels pour comprendre sa genèse. D'autres travaux insistent sur le fait que le protestantisme a surtout favorisé certaines formes de capitalisme marchand et industriel dans des contextes spécifiques, notamment en Europe du Nord-Ouest, sans être la cause exclusive ou universelle de la naissance de ce capitalisme. De plus, l'importance d'institutions telles que la propriété privée, les droits contractuels, les marchés financiers doit être intégrée à cette analyse. Au-delà des valeurs culturelles, le protestantisme influença également les structures institutionnelles. Par exemple, la décentralisation ecclésiastique, la valorisation de la lecture individuelle favorisèrent une démocratisation de la connaissance et un développement de l'alphabétisation, éléments favorables à l'innovation et à la diffusion de pratiques capitalistes. Les communautés protestantes mirent aussi en place des formes d'autonomie locale et des mécanismes de gouvernance qui encouragèrent la responsabilité individuelle et la participation économique. Ces institutions contribuent à sécuriser les droits de propriété et les contrats, conditions sine qua non de ce capitalisme moderne. L'analyse de la responsabilité du protestantisme dans la naissance du capitalisme souligne l'importance des facteurs culturels et religieux dans la formation de l'esprit du capitaliste. L'éthique protestante, par sa valorisation du travail, sa discipline, sa rationalisation, a créé un cadre moral et social favorable à l'accumulation du capital et à l'essor des économies marchandes. Cependant, comme on l'a vu, cette influence doit être envisagée comme un facteur parmi tant d'autres en interaction avec des transformations économiques, politiques et institutionnelles plus larges. La naissance du capitalisme moderne résulte ainsi d'une conjonction complexe de dynamiques où la religion occupe une place significative mais non exhaustive. Et comme autre facteur du capitalisme émergent, il y a bien évidemment, comme on l'a vu il y a quelques instants, la guerre économique de l'Angleterre contre l'Espagne. Car oui, pour avoir des provinces-unies fortes, il nous faut une Espagne faible. C'est pour ça qu'on va faire un petit aparté pour parler des Anglais. Je vais donc me permettre de vous résumer rapidement les causes de la guerre anglo-espagnole, plus ou moins ce qu'on avait prévu dans le hors-série à la base. Alors déjà, est-ce que ça va avant qu'on aille faire le résumé? Ça va, ça va, ça va, Oui, oui. Ah, très ok. bien, très bien. Ok, ça C'est va. très intéressant, ouais, c'est très Dites-moi, parce que c'est un peu lourd comme il y a beaucoup d'informations il y et ça a touche ouais, beaucoup autour de l'économie du XVIe siècle, donc c'est il y a beaucoup d'infos, mais en tout cas, pour l'instant, ça va, ok. c'est voilà, ouais. Et J'apprends bah, des trucs, donc tant mieux, hein. donc c'est que ça se passe bien du coup. Parfait. Et bah écoute, on va parler guerre anglo-espagnole. Donc, comme on l'a vu au XVIe siècle, plus précisément en 1585,
une guerre formelle qui résulte d'un enchevêtrement complexe de facteurs religieux, politiques, économiques et stratégiques, va opposer l'Angleterre à l'Espagne. Comme on l'a vu, ce sont vraiment deux blocs, le bloc catholique d'une part et le bloc protestant de l'autre. Le point de contact de cette guerre, c'est l'accession au trône d'Élisabeth Ier, trône d'Angleterre bien sûr, en 1558, et son refus de restaurer le catholicisme en Angleterre après le règne catholique de Marie Tudor. Cela va provoquer l'hostilité de Philippe II d'Espagne, défenseur de la foi catholique et ancien époux de la fameuse Marie Tudor. Donc en 1570, le pape Pie V excommunie Élisabeth, qui lui fait une belle jambe vu qu'elle est protestante, et exhorte les catholiques à se soulever contre elle, ce qui renforce la méfiance mutuelle entre Londres et Madrid. L'un des éléments déclencheurs majeurs est l'implication croissante de l'Angleterre dans le conflit opposant les Provinces-Unies à la monarchie espagnole. En effet, depuis 1568, les Provinces-Unies majoritairement protestantes luttent pour leur indépendance face à la domination espagnole. Élisabeth, bien que d'abord réticente, apporte progressivement un soutien militaire et financier aux rebelles. Ce soutien finit par être formalisé en 1585, d'ailleurs date de l'entrée en guerre de l'Espagne contre l'Angleterre, à travers ce qu'on appelle le traité sans pareil, traité dans lequel l'Angleterre s'engage à envoyer des troupes anglaises dans les Provinces-Unies. Donc bien évidemment, Philippe II d'Espagne va voir ça comme un acte de guerre, puisqu'en fait c'est en réalité un acte de guerre. Donc du coup, il va déclarer la guerre à l'Angleterre et patatras, tout va se passer pas du tout comme prévu pour les Espagnols. Le développement de la guerre de course anglaise menée par des corsaires comme Francis Drake va représenter un autre facteur de tension. Sous couvert de patriotisme et souvent encouragés par la couronne, des corsaires vont attaquer les navires espagnols dans l'Atlantique, pillant les trésors apportés du Nouveau Monde. Ces agressions, bien qu'officieusement tolérées par Élisabeth, sont vécues comme des provocations directes par l'Espagne qui voit sa suprématie maritime et ses revenus menacés. L'Angleterre et l'Espagne se retrouvent ainsi en concurrence directe pour le contrôle des routes commerciales et des colonies d'Amérique. L'Empire espagnol, très vaste, représente un modèle d'hégémonie que l'Angleterre commence à contester. La volonté d'accéder aux richesses américaines et de briser le monopole commercial espagnol alimente l'agressivité maritime anglaise. Enfin, dernier facteur, les tentatives d'apaisement vont échouer. Philippe II avait initialement envisagé un mariage avec Élisabeth pour maintenir une influence catholique en Angleterre, mais le projet est complètement abandonné. Les négociations diplomatiques, les deux mêmes personnes en fait, parce que à cette époque-là, ça ne sert pas à grand-chose de parler de pays, on parle plutôt de familles, en fait, de grandes familles, notamment les Habsbourg d'Espagne. Attends, oui. Ça veut dire qu'ils avaient prévu un mariage entre Philippe II et Élisabeth? Ouais, ça a été envisagé pendant un moment. Ok. Ouais. Pour éviter de se péter sur la uchronie. gueule. Ça ferait une super uchronie, ouais. Et il y a une autre uchronie qui pourrait être vachement chouette, on va en parler dans quelques petits instants. Parce que du coup, la guerre anglo-espagnole n'est pas le fruit d'un unique différend, mais le résultat d'une accumulation de tensions religieuses, politiques, économiques et maritimes. L'intransigeance confessionnelle des deux couronnes, conjuguée à la rivalité coloniale et au soutien de l'Angleterre aux insurgés néerlandais, mène inexorablement à un conflit prolongé, marqué notamment par l'épisode célèbre de l'Armada espagnole en 1588. Qu'est-ce que c'est l'Armada espagnole ? En fait, c'est ce qu'on appelle plus simplement l'invincible Armada. C'est un événement de l'histoire qui est assez intéressant où en gros les Espagnols ont tenté d'envahir l'Angleterre, hein, tout simplement. Et bah ça a foiré quoi. Sinon on le saurait aujourd'hui que l'Angleterre est espagnole. Mais bien tenté, Philippe. Il fallait quand même le tenter. Mais la vie en a décidé autrement. Bon bref, vous l'avez compris, hein, c'est un peu le bordel, c'est plutôt même un nœud de spaghetti, donc on va essayer de débroussailler tout ça pour faire apparaître les choses plus clairement, comme une éclaircie dans un paysage pluvieux. Et je fais trop de métaphores, donc on va être simple nom de Dieu. Bref, comment est-ce que les Anglais ont détruit l'économie de l'Espagne ? Réponse déjà citée un petit peu en hauteur, c'est grâce à la piraterie. Pour prendre le contrôle de la mer, il faut avoir le contrôle des voies maritimes, ou alors trouver une solution pour saper les efforts de l'autre. La piraterie organisée, donc sous couvert d'État, qu'on appelle le corsérisme, est une arme économique décisive. La piraterie anglaise va infliger des pertes économiques considérables à l'Espagne en perturbant ses flux commerciaux, notamment les précieux commerces avec les Amériques.
Les attaques répétées sur les galions espagnols chargés de ressources précieuses fragilisent la capacité financière de l'Espagne à soutenir sa politique impériale et militaire, notamment en Europe et contre les Provinces-Unies. Ces actions de piraterie permirent aussi la captation de richesses considérables par les pirates et leurs sponsors anglais, qui eux du coup par contre vont contribuer à une accumulation primitive de capital en Angleterre et donc au financement de futures entreprises coloniales. Les figures comme Francis Drake ou John Hawkins illustrent cette pratique. Agissant avec la bénédiction d'Élisabeth, ils attaquent des navires espagnols, capturent des richesses, affaiblissent la domination de la couronne ibérique. Ces actes entre piraterie et guerre privée sont essentiels pour financer la montée en puissance des Anglais. Cette guerre de course ne se limite pas aux prises de butin. Elle ouvre également la voie à une économie parallèle fondée sur la contrebande. Les réseaux anglais et néerlandais contournent ainsi le monopole espagnol dans le commerce, notamment des esclaves africains. La traite négrière, jusque-là contrôlée par l'Espagne et le Portugal, est ainsi progressivement intégrée dans un système commercial capitaliste en expansion. Ce commerce illicite contribue à déstabiliser la puissance espagnole et favorise la diversification économique de nouveaux acteurs maritimes. La contrebande dans les Caraïbes a été un vecteur majeur de la diffusion de ce capitalisme marchand, reliant les économies européennes, africaines, américaines hors des circuits officiels. L'impact économique sur l'Espagne est alors profond. La perte des revenus coloniaux liés à la piraterie et à la contrebande l'affaiblit drastiquement, alors qu'il était déjà fragilisé par la gestion coûteuse de ses possessions et de ses guerres multiples. La crise économique espagnole de ce début du XVIIe siècle est partiellement imputable à la déstabilisation des flux commerciaux coloniaux par les corsaires anglais et hollandais. Et donc du coup ça se termine mal pour l'Espagne, puisque la guerre anglo-espagnole s'achève en 1604 par la signature du traité de Londres, quelques mois après l'avènement au trône d'Angleterre de Jacques Ier, successeur d'Élisabeth Ier. Ce traité marque la volonté des deux puissances d'en finir avec un conflit long, coûteux et stérile. L'épuisement économique et l'enlisement militaire et l'évolution des priorités diplomatiques incitent Madrid et Londres à rechercher la paix. Côté espagnol, la mort de Philippe II en 1598 et l'accession au pouvoir de Philippe III favorisent un certain repli stratégique. L'Espagne, engagée sur plusieurs fronts, notamment aux Pays-Bas mais aussi en Italie, doit alléger ses charges militaires. Côté anglais, Jacques Ier, partisan d'une politique de conciliation, souhaite restaurer des relations commerciales et diplomatiques stables avec la monarchie catholique espagnole. Le traité met fin aux hostilités sans résoudre toutes les rivalités, mais il instaure un apaisement durable. L'Angleterre s'engage à ne plus soutenir les rebelles néerlandais, tandis que l'Espagne renonce à toute tentative de restaurer le catholicisme en Angleterre. Mais il est déjà trop tard. L'Espagne ne parviendra jamais à garder la main sur les Provinces-Unies et finira par reconnaître officiellement l'indépendance des Provinces-Unies en 1648, marquant l'affirmation d'un État protestant et commerçant fort. Cette république maritime s'appuie alors sur une bourgeoisie marchande prospère, un système financier avancé et un empire colonial en expansion. Tout est maintenant en place pour faire des Provinces-Unies un laboratoire pour le capitalisme moderne. Et donc, dernière partie, le développement économique des Provinces-Unies. Le développement du capitalisme dans les Provinces-Unies a été fortement influencé par la nature particulière de ses institutions politiques et sociales. Contrairement aux royaumes absolutistes contemporains, les Provinces-Unies se distinguaient par un système républicain fondé sur des institutions décentralisées et une forte autonomie locale. Ce cadre institutionnel reposait notamment sur la coopération entre les villes, les communes et les guildes, qui jouaient alors un rôle clé dans la régulation économique et sociale. Ces institutions favorisaient une certaine horizontalité du pouvoir, évitant la concentration excessive et permettant la mise en place de règles communes pour protéger les droits de propriété et garantir la sécurité des transactions. Par exemple, les guildes, tout en limitant parfois l'accès à certaines professions, assuraient une régulation qualitative des productions et offraient un cadre contractuel stable aux échanges commerciaux. Cette protection institutionnelle contribua à restaurer la confiance nécessaire au bon fonctionnement des marchés. De plus, la République néerlandaise développa un système judiciaire efficace capable de sanctionner les fraudes et d'arbitrer les conflits économiques, ce qui renforçait la fiabilité des contrats. Cette organisation juridique fut un élément essentiel pour le développement des marchés du crédit et des investissements, en offrant aux acteurs économiques la garantie que leurs droits seraient respectés. Par ailleurs, cette société civile dynamique était également caractérisée par un pluralisme religieux et une relative tolérance, qui favorise alors la circulation des idées et la diffusion de pratiques commerciales innovantes. La coexistence de groupes religieux variés permet l'émergence d'un environnement propice à l'entrepreneuriat et donc à l'innovation.
En somme, la configuration républicaine et institutionnelle des Provinces-Unies crée un équilibre entre régulation et liberté économique, essentiel à l'émergence d'un capitalisme stable. Ce modèle illustre l'importance des facteurs politiques et sociaux dans la genèse de ce capitalisme moderne, au-delà des seules dynamiques économiques. Le développement économique des Provinces-Unies au début du XVIIe siècle s'accompagna d'une série d'innovations majeures dans le domaine commercial et financier, qui constituèrent des fondements essentiels au capitalisme moderne. L'établissement en 1609 de la Wisselbank d'Amsterdam, une banque de dépôt public, fut un jalon clé. Cette institution permettait une gestion centralisée et sécurisée des paiements, réduisant considérablement les risques liés aux transferts monétaires et facilitant les échanges commerciaux tant domestiques qu'internationaux. Par ailleurs, la création en 1602 de la Währung... Désolé, hein. Je sais pas s'il faut prononcer comme en Allemagne. Non, Donc, non, non, c'est V, V c'est V, hein, c'est ça. Ouais, c'est Donc, VE. Vereinige Ostindische Compagnie ou VOC, c'est Je la crois qu'on fameuse dit Westindische ou un truc comme ça, parce que certaines Westindische. lettres, ils se Ok, prononceraient différemment. ok. Bon, la VOC, quoi. La VOC dont tu nous as déjà parlé, je pense, normalement, il me semble, Ouais, Nico. c'est pour ça, ouais, j'avais déjà dû le prononcer à un moment. J'ai des vagues souvenirs. Dites-nous dans les commentaires si je prononce aussi bien que Nico ou pas. Ah non, mais je suis même pas sûr de bien prononcer moi-même, mais je crois que j'avais déjà regardé un peu. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué le néerlandais. Hein. Donc la VOC, première société par action à responsabilité limitée avec action négociable, marque une étape décisive dans la mobilisation du capital à grande échelle. La VOC introduisit une séparation innovante entre propriété et gestion, ce qui permit une diversification des investissements et une limitation des risques pour les actionnaires. Cette organisation ouvrit la voie au marché financier moderne avec l'émergence d'une bourse d'actions à Amsterdam, où les titres de la compagnie pouvaient être achetés et vendus librement. Ces institutions financières et commerciales contribuèrent à faire d'Amsterdam l'un des centres financiers les plus avancés d'Europe. La disponibilité de crédits à faible cours favorisa l'expansion du commerce maritime ainsi que le financement des activités manufacturières et agricoles. Cette liquidité accrue permit également l'émergence d'un secteur marchand dynamique où les entrepreneurs pouvaient mobiliser des capitaux importants pour des projets à long terme. Il est important de noter toutefois que cet essor ne fut pas isolé, mais s'inscrivit dans une dynamique géopolitique favorable, la République néerlandaise ayant récemment acquis son indépendance et cherchant à affirmer sa puissance commerciale face aux grandes monarchies européennes. La capacité à financer des expéditions lointaines et à gérer des entreprises multinationales fit des Provinces-Unies un acteur central du commerce mondial au XVIIe siècle. En résumé, les innovations financières et commerciales dans les Provinces-Unies constituent un socle fondamental pour l'émergence du capitalisme moderne en créant des mécanismes efficaces de mobilisation, de gestion et de transfert du capital à grande échelle. Cet essor économique s'accompagna d'une expansion coloniale, bien évidemment, et d'une implication croissante dans les réseaux commerciaux mondiaux, qui révélèrent les dimensions contradictoires du capitalisme naissant. La République néerlandaise développa un empire colonial basé sur la domination maritime, notamment grâce à la VOC, aussi grâce à la WIC, donc la West Indische Company. De toute façon, en vrai, c'est comme pour les Français, on va traduire, hein, c'est comme pour les Français et pour les Anglais. Hein. En fait, Verenigde Oost-Indische, c'est tout simplement la compagnie des Indes orientales, et la West-Indische Company, c'est la compagnie des Indes occidentales. Hein. C'est toujours le même concept, juste c'est en français, en anglais ou en néerlandais. Mais bref, cette expansion coloniale va permettre l'accumulation rapide de richesses, mais elle va s'appuyer aussi sur des pratiques violentes, comprenant l'esclavage, la spoliation des populations autochtones et la monopolisation brutale des ressources. C'est donc à ce moment-là qu'on va avoir l'essor du fameux commerce triangulaire qui va reposer sur un circuit commercial en 3 temps que vous connaissez, mais pour les auditeurs, on va le redire. L'Europe exporte des marchandises manufacturées vers l'Afrique où elles sont échangées contre des esclaves. Ces derniers sont ensuite transportés vers les colonies américaines pour y être vendus, alimentant les plantations afin que les productions coloniales, sucre, coton, tabac, retournent en Europe, bouclant ainsi le cycle. Cette structure circulaire maximise les profits à chaque étape, illustrant la dynamique capitaliste d'accumulation, de réinvestissement du capital. Les entreprises européennes, souvent organisées sous la forme de sociétés par action ou de compagnies commerciales, mobilisent d'importants capitaux pour financer les expéditions. La mise en place d'institutions financières telles que les banques et les bourses à Amsterdam, Londres ou Nantes permirent une sécurisation des investissements et la négociation des actions, facilitant l'extension rapide de ces réseaux. Ainsi, le capitalisme apporta un cadre institutionnel et financier essentiel à la traite, en transformant cette traite négrière en une activité rentable et systématique.
La recherche du profit, pilier central du capitalisme, induisit alors une rationalisation méthodique des pratiques commerciales dans le commerce triangulaire. Cette rationalisation inclut la spécialisation des tâches, l'organisation efficace, la maximisation des capacités d'emprisonnement et la réduction des coûts liés aux pertes humaines et matérielles. Cette logique économique contribue à la déshumanisation systématique des personnes réduites en esclavage, traitées comme des marchandises quantifiées en termes de rentabilité. La gestion capitaliste des esclaves se traduisit par une organisation industrielle du travail forcé dans les plantations avec des méthodes disciplinaires sévères visant à maximiser la productivité. Ainsi, le capitalisme ne fut pas seulement complice, mais moteur d'une exploitation inédite par son ampleur et sa systématicité. L'importance du commerce triangulaire dans l'accumulation initiale du capital nécessaire au développement industriel européen fait l'objet de débats historiographiques. Eric Williams soutient que les profits tirés de la traite et des plantations furent un facteur clé de la révolution industrielle britannique. Les bénéfices furent en effet réinvestis dans des industries naissantes favorisant la mécanisation et l'expansion économique. Si cette thèse est aujourd'hui nuancée, notamment par deux historiens, donc De Vries et Van der Voort, il demeure que le commerce triangulaire contribua de manière systématique au développement des infrastructures financières et commerciales capitalistes. La concentration du capital, le développement des assurances maritimes et la multiplication des sociétés d'investissement, tous liés à la traite, renforcèrent les capacités productives européennes. Les mécanismes capitalistes à l'œuvre dans le commerce triangulaire engendrèrent des inégalités structurelles profondes, tant entre continents qu'au sein de sociétés européennes et coloniales. L'exploitation brutale des populations africaines et des esclaves américains constitue une dimension essentielle et tragique de ce système. Par ailleurs, les bénéfices concentrés dans une élite marchande accentuèrent les disparités sociales en Europe également. Sur le plan moral, cette période interroge la prétendue neutralité du capitalisme qui s'est construite en partie sur des bases d'oppression et de violence institutionnalisées. Les travaux récents insistent sur la nécessité d'intégrer ces dimensions dans la compréhension globale du capitalisme afin d'en saisir à la fois les dynamiques économiques et leurs implications éthiques. L'analyse historique et économique du commerce triangulaire met alors en évidence la responsabilité intrinsèque du capitalisme dans l'organisation, la rationalisation et la perpétuation de ce système d'exploitation. Le capitalisme, en tant que système fondé sur l'accumulation du capital et la recherche du profit, a fourni les instruments financiers, institutionnels et logistiques qui ont permis la traite négrière à une échelle massive. Donc si le capitalisme a favorisé les innovations technologiques majeures et contribué à la formation des économies modernes, il s'est également construit sur des pratiques profondément inégalitaires et violentes. Cette ambivalence souligne l'importance d'une approche critique intégrant à la fois les progrès économiques et les dimensions morales dans l'histoire capitaliste. Mais ces réalités démontrent que le capitalisme hollandais, tout en favorisant le développement économique, fut intrinsèquement lié, comme je l'ai dit, à des inégalités profondes. Par ailleurs, à l'intérieur même des Provinces-Unies, les bénéfices de la croissance économique sont inégalement répartis, comme on l'a vu tout à l'heure. Si une bourgeoisie marchande prospère s'affirme, les couches populaires, notamment les paysans et les travailleurs urbains, connurent des conditions de vie souvent précaires, accentuées par la montée du salariat et la volatilité des marchés. Tiens donc, ça me rappelle quelque chose. Cette dualité sociale illustre que l'émergence du capitalisme fut également donc source de tensions et d'exclusion. L'étude de l'origine du capitalisme dans les Provinces-Unies révèle un processus historique complexe et plurifactoriel fondé sur une combinaison singulière d'éléments économiques, institutionnels, politiques et sociaux. Les racines médiévales, marquées par le développement progressif d'une économie de marché, ont posé les bases d'une transition agricole et commerciale facilitée par des transformations environnementales et institutionnelles. Ce cadre favorable a permis l'émergence d'un capitalisme marchand caractérisé par des innovations financières majeures, une intégration accrue des marchés et une structuration institutionnelle républicaine garantissant la stabilité des échanges. La République hollandaise a été la première expression d'un État bourgeois capitaliste où religion protestante et commerce étaient indissociables. Dans ce cadre, le commerce triangulaire se développe comme un système global liant l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Il repose sur l'exploitation de la main-d'œuvre esclave africaine pour alimenter les plantations américaines produisant des biens exportés vers l'Europe qui à son tour fournit les marchandises à l'Afrique. Ce circuit est un des premiers exemples d'économie mondialisée capitaliste. Le commerce triangulaire fut donc un système économique capitaliste à part entière fondé sur la maximisation des profits par la gestion efficace des flux de marchandises et d'esclaves. Enfin, la religion continue de jouer un rôle dans la justification morale de ces pratiques. Catholiques comme protestants utilisent des arguments religieux pour légitimer la traite et l'esclavage, invoquant la conversion et la mission civilisatrice que la traite négrière a permis.
Les profits issus de ce commerce ont financé la création d'institutions financières modernes et la montée en puissance des compagnies commerciales. Ainsi, les Provinces-Unies constituent alors un terrain d'étude privilégié pour comprendre les conditions d'émergence du capitalisme moderne en Europe, offrant un exemple précoce de système capitaliste avant la révolution industrielle. Leur expérience illustre l'importance des institutions, des innovations financières, des configurations politiques dans la genèse des économies de marché contemporaines, tout en invitant bien sûr à une réflexion critique, puisque le capitalisme a des implications sociales et morales problématiques. Et quand je dis problématique, c'est que tout ce que j'ai lu ici, on voit bien que ça continue toujours à se répercuter aujourd'hui, ce 18 janvier 2025, avec les dernières annonces de notre très cher gouvernement Bayrou. Et c'est sur ça qu'on terminera cette chronique. Merci Marc. Je vous en prie, c'était long, je suis désolé. On va bien doomer et bader tout le temps. Surtout en finissant sur Bayrou. Ouais, c'est clair. Mais non, parce que vous allez nous remettre de la joie en faisant une critique littéraire Pas humoristique, sûr. probablement. Hein. N'est-ce pas ? Un livre de blagues. Un livre de blagues, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, c'était vachement intéressant. Et ouais, le lien, et l'importance de nos voisins néerlandais. Ouais, on dirait pas comme ça, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un vrai. J'ai utilisé la métaphore de plat de spaghetti, mais c'est un vrai plat de spaghetti en fait. Ouais. Quand j'ai cherché un petit peu, tu n'arrives plus trop à savoir qui est responsable de quoi à quel moment. Tu as juste Ouais. l'impression qu'il y a un moment donné où tu as tous les facteurs qui sont réunis pour que ça se passe en fait. Ouais, au final, tu peux pas pointer un responsable ou. Non, et encore, je vous ai épargné tous les. Parce qu'il y a. Qu'est-ce qui fait que les Provinces-Unies, c'est un endroit où il y a de la thune? Et ça remonte au Moyen-Âge. Donc en fait, c'est infini en fait. Les causes sont Bon infinies. endroit au bon moment, ok. Mais là, tu as un marqueur qui fait que tu as la bonne religion, tu as suffisamment de pognon et tu as un empire qui s'effondre. Et tu as tout qui est réuni pour l'émergence d'un nouveau système. Voilà. Bah, À merci. vous la parole. Désolé, hein. Non, mais Je vous ai sapé le moral. Non, mais c'est très bien. C'est clair. T'as pas une idée de transition là, un truc? Eh bah, écoutez, sans ce système capitaliste mondialisé qu'on a grâce ou à cause des Provinces-Unies, il y a forte chance que beaucoup moins de personnes, en tout cas en Europe, auraient pu avoir accès à la capacité de rédiger un ouvrage et surtout de le publier, même quand cet ouvrage n'est pas forcément, on va dire, juste archéologiquement et historiquement. Et je dirais même qu'un ouvrage qui pourrait renforcer justement des préjugés qu'on pourrait avoir sur des peuples que l'on a ironiquement colonisés et détruits au cours de cette émergence du capitalisme. Parce que donc dans l'idée, en fait, voilà, c'était de faire une critique littéraire d'un roman qui s'appelle Sauvagerie aux éditions Actes Sud, qui est écrit par une dame qui s'appelle Frédéric Degelt. Et du coup, en fait, moi, l'analyse de roman, même de la fiction de manière générale, c'est pas trop mon truc. Donc c'est pour ça que y a Cassandre avec nous pour nous aider. et du coup, la raison pour laquelle je suis là, en fait, vous allez vite comprendre. En fait, je veux juste vous lire le résumé sur le site de l'éditeur. Le résumé qui est le suivant. Donc, Taïna est une indienne des Grandes Caraïbes, chapelet d'îles que découvrent les Espagnols en 1492. Mais elle est avant tout une chamane, instruite dès l'enfance, dépositaire des rites et des croyances de son peuple. Voilà. Amoureuse d'un étranger qui adhère avec passion à l'art de vivre qui la caractérise, elle survivra à l'extermination des siens. Encouragée à écrire par un dominicain clairvoyant, elle racontera les Taïnos au-delà de la destruction pour ne jamais laisser s'installer l'oubli. Ce livre est son manuscrit, un roman d'amour et de combat, sensible et percutant. Donc voilà pour le synopsis. Personnellement, moi, ça me parle, tu vois, un peu tout ça. Ouais. En plus, il y a beaucoup de promesses, il y a plein de choses à raconter sur cette période, sur ces cultures. Il y a une recherche en histoire, archéologie, anthropologie en constant développement ces 30 dernières années. Donc c'est peut-être l'occasion d'en finir avec l'exotisme, hérité de la colonisation, et de remettre un peu en question des représentations dépassées. En fait, en réalité, vous vous doutez Pas du tout. que j'étais pas aussi optimiste sur ce roman. Et d'ailleurs, j'avais déjà évoqué mes craintes avant de l'avoir lu, il y a quelques mois.
Et donc dès le résumé, on peut voir qu'il y a quelques petits détails qui posent problème. Du coup, après la lecture, en fait, on va pas faire durer le suspense, on a réellement affaire à un traitement du sujet qui est passéiste et sans volonté de, remettre en question tout ça. Du coup, on va voir ça en détail et je vais laisser la parole à Cassandre. Merci. Alors pareil, je vais pas tergiverser, comme Nicolas, je n'ai pas aimé ce roman. Ma lecture a été malheureusement assez longue, plutôt fastidieuse et cela bien que le thème m'intéresse et que je sois habituée aux romances et aux romans historiques. Donc comme on l'a dit, je vais laisser, les critiques historiques et archéologiques à Nicolas et je vais me concentrer ici sur les problèmes du roman qui sont liés à sa forme, à sa narration, à son histoire et à sa romance. Donc, tout d'abord, un des principaux problèmes de ce roman, c'est qu'il ne nous surprend absolument jamais. Euh, Son aspect attendu est dû à plusieurs éléments, et en premier lieu à son écriture. Le roman reprend les codes du manifeste sous forme de mémoire, puisqu'il raconte une vie et des événements passés des années après qu'ils se soient déroulés. De plus, comme souvent dans les romances, les autrices font le choix du point de vue interne de l'héroïne. Nous sommes donc à tout instant dans ses pensées, et le roman se constitue alors très largement de très longs monologues internes. Et malheureusement, ces monologues se ressemblent entre eux et se répètent. Ces répétitions d'ailleurs sont même à moitié avouées aux trois quarts du roman, lorsque la protagoniste dit, je cite, je l'ai déjà dit, je crois, mais j'aime à le répéter, nous étions des êtres libres, peu habitués à être esclaves ou à appartenir à quelqu'un. Il faut savoir que la question de la mise en esclavage des Taïnos est un des thèmes majeurs de la deuxième partie du roman. Cette phrase, elle est donc totalement superflue, car elle est évidente depuis déjà une centaine de pages. Et ces types de répétitions, qui se retrouvent absolument tout le long du livre, alourdissent largement la lecture. En outre, une autre petite chose qui fait également beaucoup de répétitions, ce sont les titres des chapitres qui spoilent assez souvent leur contenu. Par exemple, tout simplement, à la page 55, nous avons le titre « L'attaque du fort de Navidad » qui nous annonce donc que le fort de Navidad va se faire attaquer. Et ça, tout bêtement, ça enlève toute surprise aux lectrices. Parfois, au contraire, on va voir un titre qui répète une phrase du chapitre précédent. Par exemple, nous avons un chapitre qui se termine par la phrase, je cite, « Un jour, il vint nous informer d'une terrible décision des Espagnols à l'égard de mon peuple. » Et le titre du chapitre suivant s'intitule « Ce que les Espagnols décidèrent pour nous ». Ah oui. Voilà. Donc ici, pareil, typiquement, le titre ne nous renseigne en rien et ajoute également au sentiment de lourdeur. Enfin, un des principaux problèmes sur la forme, c'est la narration elle-même qui nous retire toute surprise puisqu'elle est trop souvent anticipante. Bien que les événements soient racontés de manière globalement chronologique, la narration contient énormément d'apartés où des événements plus tardifs sont dévoilés. Par exemple, lors de la naissance de son premier enfant, l'héroïne évoque déjà la future d'une fille quelques années plus tard. Dès lors, quand cette deuxième naissance arrive, nous ne sommes pas surpris du tout. De manière même plus dommageable pour l'appréciation globale du roman et particulièrement de l'histoire d'amour, nous savons dès la lecture du prologue que Diego, qui est le love interest principal de l'héroïne, va mourir et que l'héroïne va se retrouver après sous la protection de Bartholomé. Dès lors, puisqu'on le sait dès le prologue, quand Diego vient à mourir dans le roman, nous ne sommes assez peu atteints par cette mort car on s'y attend depuis plus de 200 pages. Dans la mesure où, avant de commencer la lecture, nous savons, en tant que lectrices, que les colons ont commis un génocide et que les cultures autochtones ont été détruites, je trouve que la place de l'étonnement aurait dû être d'autant plus centrale. Puisque nous connaissons la fin, c'est le récit des relations qui se doit être surprenant. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons ici affaire à une histoire très classique d'enemies to lovers, où le personnage en position d'ennemi se rend plutôt facilement aux arguments de l'héroïne, change de camp et finit par s'opposer à son peuple d'origine. La similitude avec le Pocahontas de Disney est assez évidente d'ailleurs pour tous lecteuristes occidentaux. Et de manière générale, le roman reprend beaucoup de stéréotypes et cela a commencé par ses personnages. Alors, tout d'abord, nous avons l'héroïne
au nom lui aussi attendu de Taina, Taina des Taïnos. Ce personnage correspond au cliché de la Marissou. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce terme qu'on Oui, utilise. c'est ce qui est utilisé notamment pour désigner une héroïne qui sait tout faire, non, c'est ça? C'est ça, oui. C'est un terme qui désigne une espèce d'archétype de personnage féminin qui occupe souvent la première place, notamment la première place dans les romances, et qui reprend toutes les codes de la perfection féminine. Ici, Taina est jeune. Elle a d'ailleurs 8 ans de moins que son mari, 20 ans pour 28 ans. Elle est belle. Elle est désirée par des hommes aussi bien autochtones qu'espagnols. Elle est intelligente, puisque sa figure parentale loue souvent son esprit et a parfaitement confiance en ses connaissances. Elle possède aussi une très bonne capacité d'apprentissage, puisqu'elle apprend rapidement l'espagnol au contact de Diego, puis l'écriture à celui de Bartholomé. Elle est vaillante, elle ne désespère jamais totalement et continue toujours de vouloir sauver son peuple, ses enfants ou d'autres femmes. De plus, Taina n'est pas comme les autres, et surtout, elle n'est pas comme les autres femmes. Reprenant les codes de la fantaisie, l'autrice prédit à son héroïne un grand avenir dès sa naissance. Elle possède des caractéristiques d'élue, puisqu'elle est la première des filles de son peuple à arborer, je cite, la marque des sculptures. Fille de parents assumant des rôles à responsabilité, elle devient béik, une sorte de chamane, et de plus, elle échappe également à la mort à sa naissance, puisque née deuxième d'une grossesse jumelle, elle aurait dû être tuée. Enfin, on lui prédit un amour rare et peut ainsi prétendre à un mariage d'amour, là où la très grande majorité des femmes de son peuple ont un mariage arrangé. Et surtout, le problème, c'est que notre héroïne, elle n'a pas de défaut, même mineur. Elle n'est pas maladroite. Le roman décrit au contraire en longueur sa grande aisance dans la forêt et ses précisions de chasseresse. Elle n'est pas non plus lâche, puisqu'elle va au-devant des combats. Elle n'est pas colérique ou vengeresse, puisqu'elle cherche la paix avec les Espagnols jusqu'à la fin. Cette perfection morale entrave malheureusement le réalisme du roman et crée des incohérences à la lecture. Ainsi, lors d'une scène où Taina et Diego se disputent, on voit la phrase « Ce fut notre première dispute qui dura moins d'1 heure, le temps que nous considérions en riant le désastre de nos orgueils respectifs. » Problème. À aucun moment, Taina n'a semblé imbue d'elle-même. Et au contraire, elle doute régulièrement de son pouvoir et elle approche ses capacités avec humilité. Sans défaut et inconsciente de ses qualités, ce personnage autochtone vivant au VIe siècle répond paradoxalement tout à fait à la féminité occidentale moderne. Après Taina, en autre personnage, nous avons Maa. Maa, c'est la figure titulaire qui sert de guide. Et là aussi, on a un retour des codes classiques de la fantaisie. Étant elle-même béik, elle apprend à l'héroïne à soigner et à reconnaître les plantes, à communiquer avec les esprits ou encore à entrer en transe. Sans être sa mère biologique ou sa nourrice, elle est celle qui va l'élever. Tout au long du roman et même après sa mort, elle lui profère des conseils et du réconfort. Elle la maintient sur le droit chemin et lui dit de ne jamais céder à la vengeance et à la colère. Mao aussi n'a aucun défaut et ne sort jamais de ce rôle de guide. De plus, elle est surtout celle qui va sauver Taina à la naissance en s'opposant à son meurtre. Ayant prédit une naissance exceptionnelle, elle refuse d'appliquer la tradition qui veut tuer la deuxième enfant arrivée d'une grossesse jumelle. Si elle s'y oppose au nom de la marque portée par l'héroïne et des présages reçus, l'autrice précise que, je cite, « Elle était totalement hostile à cette coutume ». Ici, on a un problème, parce que cette dissension avec les traditions de son peuple, alors qu'elle en est elle-même la garante, m'a semblé plutôt étrange. Et j'ai eu l'impression que l'autrice cherchait à ne pas entacher un personnage avec un acte qui, pour nous et pour nos yeux de lecteurs modernes, serait considéré comme absurde et insupportable. L'absence de défaut de l'héroïne ou de sa guide est également à étendre à presque tous les Taïnos. Il ne leur est jamais mentionné de défaut collectif ou individuel, et leurs actions sont toujours justes. Aucun ne trahit les siens, et les seules dissensions qui apparaissent sont stratégiques. Malheureusement alors, le seul défaut qu'on peut leur attribuer est la naïveté. Par exemple, lorsque la sœur de l'héroïne, Anacaona, accepte de recevoir les Espagnols pour une fête,
qui se révèle malheureusement être un piège où des centaines de Taïnos se font brûler vifs. Cette situation crée un paradoxe, puisqu'il est répété tout au long du roman que les Taïnos ne sont pas naïfs, bien au contraire. Mais étant trop parfaits moralement, il s'agit du seul défaut que nous pouvons leur attribuer, réactivant ainsi, et je pense réellement, malgré la volonté de l'autrice, le mythe du bon sauvage, doux et ignorant de la violence. Je pense que cette situation aurait pu être évitée en décrivant une société autochtone moins paradisiaque. L'absence de tensions, de disputes et même de trahison est étrange et rend ce peuple totalement monolithique. Ici, je profite de l'occasion pour rappeler que le statut de victime et d'innocent n'exige pas la perfection. Par ailleurs, là où les personnages sont assez attendus dans leur construction, la relation amoureuse l'est aussi. Alors que la situation initiale du couple de ce roman serait propre à créer de la tension, j'ai trouvé la relation entre les deux personnages étrangement évidente, douce et sans conflit. Cela est d'autant dommageable que nous avons de grandes attentes sur cette relation. Dès le début du roman, Ma prédit à la protagoniste qu'elle va rencontrer, je cite, l'amour rare. Elle lui dit « Tu vivras la plus belle histoire de ta vie, celle qui n'arrive pas à tous. » Et d'ailleurs, avant sa rencontre avec Diego, cette prédiction guide en partie la vie de Taina. Or, la relation qui s'ensuit est assez classique, notamment car elle reprend les stéréotypes sexistes, et cela dès la première rencontre. En effet, Diego va sauver Taina d'un viol, et quelques chapitres plus tard, dans les décombres du fort espagnol incendié par les Taïnos, Taina trouve Diego gravement blessé. Elle le sauve à son tour, en convainquant son peuple qu'il en vaut la peine. Elle le soigne pendant des jours, puis, une fois remis de ses blessures les plus graves, elle prend soin de lui. L'héroïne prend ici un rôle féminin, un rôle de care. Nous ne pouvons néanmoins pas la qualifier d'infirmière, puisqu'elle est totalement aux commandes de la guérison. Du fait de leur statut envahisseur, défenseuse colonisée, et de leur genre, les protagonistes ont une relation de pouvoir très déséquilibrée. Et l'emploi de ces tropes de romans stéréotypés, elle sauvée d'un viol, lui sauvé par le soin, renforce cette disproportion. Enfin, leurs sentiments sont trop évidents. Ils tombent rapidement amoureux l'un de l'autre. Et à rebours des usages des romances plutôt actuelles qu'on trouve en ce moment, Taina n'a d'ailleurs jamais aimé ou été attirée par aucun autre personnage. Le fait que leur amour soit certain à cause des prédictions, et cela, je le répète, dès le prologue, enlève énormément d'enjeux. De plus, outre leurs sentiments qui sont très faciles, leur relation du point de vue social est bizarrement assez acceptée. Diego, malgré qu'il soit un étranger, est rapidement toléré par les Taïnos, puis intégré. Lui-même ne semble pas trop torturé par sa trahison, il ne tergiverse pas tellement. Tout cela fait que nous ne questionnons pas tellement cette relation, là où c'est malheureux puisque leurs différences et intérêts contraires auraient pu permettre d'écrire un enemies to lovers assez puissant. En bref, tout ça pour dire que ici, sur la forme, on a un roman qui, comme je l'ai dit, ne nous surprend pas, puisque dans sa forme, on retrouve beaucoup de répétitions. Il a une narration qui est plutôt anticipante, donc il nous spoil régulièrement. Et de plus, il reprend énormément de stéréotypes, à la fois sur la construction de ses personnages et sur la construction de la romance. Mais tous ces défauts ne sont pas grand-chose vis-à-vis de toutes les erreurs historiques et archéologiques. À toi, Nico. Merci. Merci en tout cas pour la critique. Ouais, je trouve trop bien ce que tu as écrit. Du coup, on va y aller un peu par étapes, on va y aller tranquille. En fait, pas du tout. Non, ouais. On va y aller par étapes. Donc déjà, d'abord, je précise que j'ai écouté des interviews de l'autrice. Donc elle revendique se baser sur des sources qui sont les textes écrits par les Espagnols qui ont vécu le contact avec les populations autochtones des Caraïbes. En fait, ça peut paraître un peu exhaustif de prime abord, mais ça se résume en réalité à deux auteurs principaux de première main qui sont Ramón Pané et Bartolomé de las Casas. Il y a aussi quelques lettres de Christophe Colomb. Et on connaît le journal de Christophe Colomb uniquement grâce au texte de Las Casas. On peut aussi ajouter d'autres personnes comme Pierre Martyr d'Anguera qui a compilé les écrits d'explorateurs et de conquistadors, mais qui a jamais mis les pieds dans le Nouveau Monde. Et puis il y en a d'autres, il y a Oviando par exemple, etc.
En fait, si les écrits de Las Casas sont la source principale du roman, en fait, il convient de les prendre avec un certain recul critique, surtout au regard de l'ethno-histoire, l'archéologie et l'anthropologie. Et en fait, je pense que c'est qu'en mêlant et confrontant toutes ces disciplines que on peut avoir un aperçu global des populations passées qui vivaient dans les grandes Antilles. Sinon, le risque, c'est de simplement paraphraser ce qui a déjà été écrit. On va faire un petit parallèle pour comprendre. Imaginez que vous devez écrire un roman qui se déroule dans la Gaule pré-romaine. Est-ce que vous allez vous baser uniquement sur les textes des Romains? Est-ce que vous allez ignorer toutes les données issues de l'archéologie? Donc c'est bien sûr une question rhétorique, hein, j'espère. Bah, sauf si tu prends le parti pris de te dire que tu fais un truc full romain engoncé dans leur truc. Mais C'est mais vrai, même là, ça serait pas personnellement, je suffisant. pense que c'est à la fois risqué, hein, puisqu'il y a de grandes chances de reproduire des biais des œuvres originales, Bien sûr, donc de reproduire des trucs qui sont pas forcément vrais. juste. Et c'est aussi très restrictif parce qu'on va se priver de tout un pan des connaissances actuelles sur le sujet traité, Ce qui serait dommage. qui serait en effet dommage. Donc on va vite passer sur la genèse du roman. L'autrice, dans les interviews, elle raconte qu'elle possédait cette histoire en elle et que la narratrice, Taina, est en quelque sorte une partie d'elle-même. Oula. L'autrice, elle a, à ma connaissance, aucun héritage autochtone natif américain, qui laisse pointer le début d'un malaise déjà. On a un article dans le journal Sud-Ouest qui explique, je cite, dans ses ateliers d'écriture, l'écrivaine invite ses élèves à se reconnecter avec la nature, avec ce monde fait de spiritualité et de réalité originelle. C'est aussi ce que fait son héroïne, Taina, une jeune indienne. Chez les Taïnos, chacun a sa place dans l'organisation du ciel. Quand un corps se baigne dans la rivière, il devient rivière. Celui qui marche nu-pied sur la terre, son corps appartient à la terre. Mais les conquistadors raillent cette puissance magique en laquelle ils ne voient que paganisme et ignorance. Il y a de la poésie, du souffle et une belle incitation à réfléchir. Outre les écrits de Bartolomé de Las Casas, l'autrice a puisé dans ceux d'Antonio de Montesinos. En 1511, ce missionnaire, pionnier de la défense des autochtones, a prononcé un fameux sermon. Degelt met surtout en scène la contradiction des conquérants qui se prétendent d'un Dieu plein de miséricorde, mais se rendent coupables d'obscurantisme et de tant d'horreur. Alors, histoire de remettre un peu de contexte dans tout ça, ce que devient en fait les écrits de Montesinos, sous la plume de cette journaliste, en fait c'est en réalité un unique sermon qui est connu par les écrits de Las Casas. Un dernier rappel avant de se lancer dans la critique à proprement parler, on est en 2025. On est dans un monde où le roman de Jean-Christophe Ruffin, Rouge Brésil, existe depuis 24 ans. Alors ça parle pas des Antilles, certes, ça parle du Brésil, et ça se passe pas fin 15e, début 16e, mais au milieu du 16e siècle. Mais on a quand même des sujets communs, ça aborde le contact, la romance, l'interculturalité, tout ça dans un contexte historique. Or, Ruffin, il a travaillé son sujet concernant les Tupinamba. Ça se voit à la lecture, et il y a même une synthèse à la fin sur l'époque, et une bibliographie solide à jour des connaissances des années 90-2000. Certes, bien dépassée aujourd'hui. Mais il y a quand même cet effort pour représenter sans idéaliser, pour retranscrire les manières de penser de l'époque, en se basant sur les travaux d'historiens, en particulier Franck Lestringant, et du coup ça fonctionne bien. Donc à partir du moment où, au lieu d'essayer de comprendre la manière dont les populations autochtones du passé percevaient leur monde, qu'on évite d'utiliser les travaux issus de la recherche actuelle, et qu'à la place on véhicule des conceptions préconçues, New Age, ça démontre, selon moi, que les populations autochtones sont instrumentalisées par l'autrice. Et quand je parle de New Age, en plus des interventions dans la presse, comme on a vu, en fait tout au long du livre, les autochtones ne sont pas décrits comme des humains. Ils sont des sortes d'êtres innocents et magiques, reliés à la nature, des sortes d'elfes ou de fées. C'est ce que j'allais dire, c'est des faits, ouais. Tout à fait. Et en fait, ce sont des vecteurs
C'est pour qu'une gênant. personne occidentale projette ses fantasmes. On est ici dans une forme d'exotisme, sans volonté de compréhension. Et ça, en fait, c'est contraire à un devoir de mémoire. Et je pense que Frédéric Degelt croit sincèrement bien faire, juste qu'elle n'a aucune conscience de ces biais culturels qui constamment prennent le dessus tout au long du livre. On va passer sur le nom de la narratrice, donc Taina, qui veut dire Taino au féminin en espagnol. Alors pendant la période du contact et toute la durée du XVIe siècle, le terme Taino, il est mentionné seulement 2 fois dans les textes historiques. Et il ne fait ni référence à un peuple, ni à un groupe culturel. Las Casas, par exemple, n'écrit jamais, en plus de 1000 pages, le mot Taino. Parler des Taïnos en tant que groupe culturel, ça remonte aux historiens européens du 19e siècle. Aucun peuple ne s'est revendiqué Taïno dans le passé. Donc le prénom, Taina, il est déjà très questionnable en soi. Et d'ailleurs, on a d'autres dénominations culturelles, comme celles basées sur l'archéologie, les styles céramiques de sites de référence par exemple. On peut parler alors de culture chicane ostionoïde ou ostionoïde tardive. Mais dans ce cas, en fait, ça aurait été peut-être un peu difficile de créer un nom pour la narratrice. Je pense qu'on peut catégoriser 4 types de problèmes de fond dans ce livre. Les problèmes d'ordre ontologique et épistémologique. Bon, alors c'est un peu des mots compliqués, mais il faut juste savoir qu'il y a un courant en anthropologie qui marche particulièrement bien pour étudier les populations autochtones d'Amérique et qui stipule que, en fait, les cultures ont une manière de se représenter le monde et une connaissance de leur monde qui leur est propre. Et aucun de ces travaux n'est pris en compte par l'autrice. Ensuite, on a des problèmes historiques qui vont à l'encontre des données à jour de la recherche ou qui sont anachroniques. On a des problèmes aussi liés au New Age, avec les autochtones qui deviennent des avatars des spiritualités contemporaines. Et enfin, on a des problèmes liés aux sources, à leur mauvaise compréhension ou interprétation, qui découlent souvent en fait, d'un manque de recul du matériau d'origine. On va commencer par les problèmes liés au décalage entre l'ontologie et l'épistémologie précolombienne, tel qu'on peut s'en faire une idée par les recherches récentes, et ce qu'imagine l'autrice à ce sujet. C'est évident à la lecture du roman qu'elle n'a lu aucun travail d'anthropologie ou d'ethno-histoire. En fait, elle tombe dans des travers et elle comble les vides des sources historiques qu'elle utilise par son imagination. Et le problème, c'est que ces inventions sont teintées d'un imaginaire colonial, probablement inconscient, qui est nourri d'œuvres grand public sur la rencontre entre des peuples occidentaux et autochtones, comme Pocahontas, Avatar, ce genre de choses. La première chose qui apparaît, c'est que les Taïnos, donc pour simplifier, en fait, on va utiliser comme l'autrice cette dénomination. Donc les Taïnos sont décrits comme des êtres qui vivent dans l'innocence et la pureté, presque au sens chrétien du terme. Ça sent Rousseau, ça. Ce sont des êtres pacifiques qui respectent la nature et pour qui l'amour du prochain, c'est le moteur de tous leurs actes. La narratrice nous raconte par exemple que leur âme, entre guillemets, meurt pour toujours si des individus de son peuple cherchent à faire la guerre ou à diriger la vie d'autrui. Ah, Et là, ça pose problème. Parce qu'on est censé parler d'un peuple avec une structure politique établie, sur des territoires déterminés, avec un pouvoir central structuré autour d'une classe héréditaire. Il y a des dirigeants, les caciques, qui peuvent assurer le rôle de chef de guerre, et qui sont accompagnés par une forme de classe de noblesse. Aussi, il n'y a pas vraiment de concept d'âme, comme on pourrait le comprendre en Occident, c'est-à-dire issu de la chrétienté. Par exemple, on a les ancêtres qui continuent à vivre dans le même monde que les vivants après leur mort, que ce soit sous forme physique, liée à la conservation de leurs ossements, ou en les voyant déambuler la nuit, comme le relatent les mythes consignés par le moine Ramon Pané, ou bien via des représentations gravées ou peintes dans les grottes ou sur la roche. En fait, dans tous les cas, les ancêtres se confondent avec le monde du mythe et le monde réel. On a un extrait du roman qui indique « Notre destin murmurait de vivre dans la paix en domptant nos instincts de mort. C'était la coutume de notre peuple, et parfois c'était très difficile quand d'autres tribus venaient apporter un combat.
dans lequel nous ne voulions pas rentrer. Là encore, en fait, c'est pas des hippies contemporains. On a une négation d'une complexité politique au nom d'une forme de morale qui prône une pureté intransigeante. Alors, bien sûr qu'il y a eu des combats entre des caciques, comme il y a eu des périodes de paix. Rien ne permet de dire que les populations des Caraïbes s'astreignaient à une philosophie pacifiste. Et au regard de la conquête espagnole, c'est presque absurde, parce que en fait, on a eu littéralement des décennies de résistance armée et organisée face aux conquistadors, lorsqu'il y avait des structures de pouvoir qui parvenaient à se maintenir. À Porto Rico, juste par exemple, c'est 15 années de résistance militaire face aux colons. Autre étrangeté, plusieurs fois la narratrice indique que les Taïnos vivent nus, contrairement aux Espagnols qui, eux, sont habillés. Mais si on se place d'un point de vue autochtone, en fait, ils sont pas nus. Ils ont des peintures corporelles, des ornementations, des parures, des pagnes, etc. Et la moindre variation dans tout ça permet l'émergence de modes, de styles, de particularités régionales, générationnelles, de signes de reconnaissance. C'est-à-dire que tout ça a exactement le même rôle social que les vêtements pour les Européens. Et dans les deux cas, la nudité, elle existe. Ça représente juste l'absence de ces attributs. En fait, penser que les Taïnos vivent nus, c'est prendre le référentiel des colons, qui est très curieux quand même venant de Taïna, et ça montre bien en fait que l'autrice a sérieusement manqué de discernement à ce sujet. Cependant, on peut penser qu'écrire ça colle peut-être bien avec l'image de pureté associée aux Taïnos qu'elle cherche à véhiculer. On voit facilement par exemple des représentations du jardin d'Éden, une vie innocente, en dehors du péché et dans la nudité. Et je pense que l'autrice s'en rend compte, étant donné qu'elle écrit le passage suivant, je vais la citer. « Nous étions simples, sans esprit de ruse, et non pas naïfs, comme les Espagnols le pensaient. Il n'existait pas ces bons Indiens naturels, ces gentils sauvages dont parlait Bartholomé, sous une forme qu'il voulait tendre, mais qui rendait mon peuple un peu ridicule, l'apparentant à un petit animal plein de candeur. Pour parler au plus juste, il faudrait ajouter que notre gentillesse n'était pas une innocence sans conscience d'âme. Nous étions profonds, mais ils ne le comprenaient pas. Nous vivions dans une joie, une paix que nous cultivions. Nous voulions que règne l'amour entre nos peuples, et c'était ce qui gouvernait nos vies. » Alors je trouve ce passage assez dingue, parce qu'il tente de désamorcer quelque chose, cette vision naïve des populations autochtones, tout en se contredisant d'une certaine manière à la fin. C'est aussi une des seules fois dans ce livre où il y a cette tentative un peu de désamorçage. Tout le reste est quand même très stéréotypé, et lié à la pureté, à l'amour, à l'innocence, qui rend, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait les personnages, dont la narratrice, au final, très niais et très naïfs malgré tout. Surtout que on trouve plus loin, je cite cette phrase, « Nos rires, nos chants, nos rituels, notre respect de tout ce qu'offrait notre île, étaient les garants de l'harmonie de notre peuple. Nous étions bien ces meilleures personnes au monde que décrivait Cristobal Colon dans son journal de bord. » La pureté, elle est en plus appuyée par le fait que Taïna, elle cherche à se préserver, physiquement, pour son véritable amour, donc l'espagnol Diego de Araña. Cette injonction à la chasteté, elle est présentée dans le roman comme un principe chez les Taïnos, mais le problème c'est que c'est appuyé par aucune source. Et c'est même très singulier, puisqu'on est censé être dans des sociétés qui sont probablement matrilinéaires. En tout cas, ce serait cohérent avec ce qu'on sait des sociétés des Grandes Antilles, à savoir la possibilité pour les femmes d'accéder à des positions de pouvoir et un système de filiation issu de la lignée maternelle, basé sur des clans. Et généralement, en fait, un tel système de société ne sanctuarise pas le corps des femmes, comme peut le faire un système patrilinéaire, où les femmes ont comme devoir d'assurer la descendance des familles des hommes, ce qui impose un contrôle strict des corps pour pouvoir faire la différence entre enfants légitimes et illégitimes. En fait, si on compare à d'autres cas de sociétés matrilinéaires plus connus en Amérique par exemple, en fait ça implique au contraire une grande liberté sexuelle des femmes, puisqu'elles sont en contrôle de leur propre corps.
et que leurs enfants sont toujours légitimes. On retrouve d'ailleurs dans les textes des premiers chroniqueurs européens, en contact avec des sociétés matrilinéaires, des passages où en fait, ils sont outrés par la sexualité autochtone. Alors bien sûr, c'est complètement biaisé, et c'est à charge en fait très souvent. Mais il n'empêche qu'il y a sans doute une bien plus grande liberté sexuelle qu'en Europe. Et il faut noter aussi que dans le roman, la notion de matrilinéarité, elle est complètement absente, au détriment de cette idée que Taina doit absolument se préserver pour son époux. D'ailleurs, la sexualité, elle est décrite comme, je cite, un grand mystère, et elle est sans cesse reliée à la reproduction. Oh là là. Et ce n'est que le début. J'en peux plus de ce livre. Courage, c'est bientôt fini. Après, tu pourras faire un autodafé avec. C'est un exorcisme. Non, mais ça le fait en PDF. Poubelle alors. Poubelle. Un autre élément récurrent, c'est que les Taïnos sont en harmonie avec la nature. Ils ont une relation fusionnelle à la nature. Or, en fait, ça sous-entendrait que les Taïnos avaient exactement la même notion de la nature que nous actuellement. Et là, il y a un souci, c'est que notre conception de la nature, elle est issue de la philosophie occidentale, de plusieurs siècles, voire millénaires de penseurs depuis l'Antiquité. Et ces mentions d'une harmonie entre la nature et les Taïnos, en fait, c'est un des pires écueils ontologiques du roman. C'est un stéréotype de la fiction occidentale au sujet des populations autochtones. Au contraire, la dichotomie nature-non nature, en fait, elle aurait tout simplement pas lieu d'être. La manière précoloniale de se représenter le monde serait tout autre. Taina ne devrait logiquement même pas concevoir la nature de la même manière qu'une personne européenne. En fait, la division qu'il aurait fallu prendre en compte, et que les historiennes, historiens et anthropologues actuels, comme Marcy Norton par exemple, expliquent, c'est celle entre les éléments et les êtres familiers, et les éléments et les êtres pas encore appropriés. Le but recherché dans les cultures caribéennes et amazoniennes, c'est s'approprier l'autre pour l'intégrer aux êtres et éléments familiers, l'approprier à son village, à son clan. Que l'autre en question soit végétal, animal, humain, mobilier, artificiel, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas un critère pertinent ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des phénomènes d'acculturation d'individus européens. Les sociétés sont construites dans ce but, se développer en s'appropriant ce qu'elles n'ont pas. D'où l'importance et l'étendue des réseaux d'échange, par exemple. Et c'est la même chose pour les environnements et les paysages, qui sont apprivoisés et modifiés pour se les approprier. Il n'y a pas de frontière entre le naturel et l'artificiel, et peu de paysages américains de l'époque du contact peuvent être qualifiés de naturels, tant ils ont été façonnés par les humains avant le contact. C'est aussi pour ça que les guerres sont des guerres de capture et non de conquête. On cherche à s'approprier les ennemis pour en faire des esclaves ou des semblables. On est très très loin d'une vision réductrice de population en harmonie avec la nature, tout simplement parce qu'il est impossible d'y superposer notre vision de la nature. Donc quand Taina répète qu'elle est consciente de l'importance de la nature, qu'elle remercie la nature, en fait ça fait strictement aucun sens d'un point de vue précolombien. Autre problème. La narratrice, Taina, elle se considère et considère son peuple comme sauvage. Et ce, dès l'introduction. Je vais la citer. « Je ne peux, comme le fait Bartholomé de Las Casas, agencer les phrases d'un jardin auquel on ne laisse pas sa sauvagerie. Mon écriture sera sauvage et non disciplinée. Pas dans les règles, en somme, comme mon peuple. » La sauvagerie, qui est d'ailleurs dans le titre, elle est présentée comme positive par la narratrice. Et c'est représentatif d'un très long paradoxe dans tout le roman, et l'une des preuves que l'autrice n'a pas vraiment compris de quoi elle parlait. Parce que d'un côté, elle dénonce le fait que les Espagnols considèrent les Taïnos comme des sauvages, et de l'autre, elle indique que les Taïnos se considèrent eux-mêmes comme des sauvages. Alors après, dans l'extrait que j'ai cité, je pense que ça veut dire laisser se développer le livre de manière naturelle ou laisser une part de chaos dans l'écriture. Mais d'une part, on a vu que la division naturelle-non naturelle, elle n'est pas pertinente. Et d'autre part, rien n'est chaotique dans le quotidien de ces populations. Et c'est même l'exact opposé.
Si on reprend la métaphore du jardin qu'elle utilise, les plantes sont sélectionnées méticuleusement et des paysages entiers sont adaptés pour l'agriculture. La pratique agricole, elle est ritualisée et absolument rien n'est laissé au hasard. Un jour, on parlera, je pense, des travaux de l'archéologue Stephen Rostin qui montre qu'on a une conception complètement faussée de la forêt amazonienne, de la forêt vierge amazonienne, qui se trouve être, au regard de la recherche de ces 30 dernières années, un environnement entièrement façonné par des milliers d'années de présence humaine. L'Amazonie, actuellement, c'est un vestige, un reliquat de l'un des endroits sur Terre possiblement le moins naturel de notre planète. Et c'est très probablement la même chose dans les Caraïbes. L'humain est un rouage dans l'écosystème. Non, c'est hyper intéressant. C'est passionnant, c'est pour ça, je pense qu'il faudra vraiment qu'on prenne le temps d'en parler un jour. Oui. Parce que je trouve ça dingue. Ça tease. C'est clair. Donc pour appuyer le fait que les Taïnos sont des sauvages, on a dans le roman un nombre incalculable de fois l'utilisation du mot tribu par Taïna. Avec un des moments qui est pour moi un des moments les plus clichés et ridicules, qui est Taïna qui demande à Diego « Raconte-moi l'Espagne, comment est la vie dans ta tribu ?» Oh la vache, mais c'est... C'est dur, hein. C'est un ado qui a écrit ça ou quoi? Et non. Ou encore, on a ce passage qui cumule pas mal de points problématiques. Nous vivions à l'écart de la tribu, bien que Diego soit maintenant accepté par mon peuple depuis qu'il vivait nu. Ah mais c'est le fait qu'il s'appelle Diego, moi ça me tue. C'est tellement cliché. C'est horrible. Alors, juste un petit aparté, Diego Diego de Aragna, il a vraiment existé en plus. Ah ok, d'accord. Diego. Parce que franchement, Diego, moi j'imagine un mec blond, beau gosse. Oui, grave, clairement. Vraiment, c'est ça que j'imagine et ça me tue. Pareil. Ça me Et- tue, mais vraiment. Il est un peu décrit comme ça. Enfin, C'est terrible. Donc tribu, en fait, ça veut pas dire grand-chose ici. Et je trouve que ça renvoie même à un certain imaginaire colonial. On est toujours censé parler de populations qui sont organisées en structures politiques territoriales, qui vivent dans des villages dont les plus gros étaient habités jusqu'à plusieurs milliers de personnes, avec un urbanisme en plein essor. L'emploi du mot tribu dans ce contexte, il n'est pas juste maladroit, il est clairement problématique. Et bien sûr, comme on l'a vu dans l'intro, Taïna est une chamane. Oui, c'est ça, Taïna. Taïna est une chamane. Heureusement, le terme en lui-même n'est jamais employé. Un bon point pour Frédéric Deguet. Yeah. Ouh. Dans le roman, Taïna est une béïque, donc un mot d'origine autochtone pour désigner les prêtres, guérisseurs, spécialistes des rituels, capables de communiquer avec les esprits. Et un des éléments de la religion de ces cultures, c'est le concept de zémi, qui est présent dans le roman. Donc voilà comment sont décrits les zémis dans Sauvagerie. Les zémis étaient des sortes de passages secrets pour se déplacer dans le temps et dans l'invisible. Alors, en réalité, c'est très complexe de comprendre ce qu'auraient pu être les zémis, étant donné que les seules sources sont les écrits européens. En fait, ce seraient des divinités, des esprits souvent représentés sous forme d'objets sculptés, de décors en relief ou de figures peintes ou gravées. D'ailleurs, si vous tapez Zémi sur internet, vous aurez une idée de cette forme artistique. Mais le plus communément admis de nos jours, c'est que ça aurait été quelque chose d'à peu près comparable au mana dans les sociétés polynésiennes. Donc, grosso modo, des sortes d'esprits présents en toute chose, ayant leur propre agentivité. Et les béïques ont donc des relations privilégiées avec les zémis et peuvent négocier d'eux leur pouvoir, à la fois pour bénir, soigner, garantir des rites, ou bien envoyer des malédictions à leurs adversaires ou lutter contre celles-ci. Taïna, elle indique aussi que tous les enfants voyaient les esprits des ancêtres se manifester dans la réalité sous forme, littéralement, elle décrit ça comme des fantômes. Donc elle précise qu'en grandissant, la plupart des enfants arrêtent de voir ces fantômes, mais ce n'est pas son cas. Elle dit aussi que ces êtres en fait n'avaient pas de nombril. Et la source en réalité qui est utilisée ici par l'autrice, en fait elle s'appuie sans la citer sur le texte de Ramon Pané, donc le premier moine qui a recensé les croyances d'une partie des populations d'Hispaniola Haïti en 1496.
Ramon Panet y relate que l'absence de nombril sur un individu indique qu'il s'agit d'un opia, l'esprit d'un défunt. Cependant, il semblerait que tout le monde puisse voir des opias, surtout la nuit, où ils sortent des grottes pour manger des goyaves et des fruits sucrés, et qu'ils cherchent à tromper les vivants en leur jouant des tours ou en les charmant pour avoir des relations sexuelles. Ce sont donc pas des fantômes, et il n'y a pas de lien non plus avec les enfants, ni avec le fait qu'une minorité puisse voir des opias. Toujours au niveau des croyances supposées des Taïnos, l'autrice, par l'intermédiaire de Taïna, écrit mot pour mot qu'il s'agit de croyances. Comme si Taïna elle-même avait un curieux recul sur la manière dont elle percevait le monde et qu'elle savait qu'il ne s'agissait pas d'une réalité, entre guillemets, mais d'une religion, qui rend certains passages extrêmement étranges, tout en reprenant un narratif colonial qui vise à dénigrer les croyances autochtones. Taïna, elle qualifie par exemple les émis de, je cite, ces étranges statues. Elle émet aussi des jugements de valeur en disant que l'inhalation rituelle de la coba, donc qui est un mélange hallucinogène réservé à l'élite, rend la personne ivre et en proie à des visions souvent folles. Alors qu'il devrait s'agir du moyen le plus ritualisé, le plus respecté pour communiquer avec des esprits. Et le contenu des croyances de Taïna, il peut être résumé dans ce passage que je trouve particulièrement, personnellement, vide de sens. Donc Diego, il lui paraissait maintenant évident que nous avions des connaissances supérieures sur l'univers, le cosmos, les plantes et tout ce qui est relié à notre présence sur Terre. Mais aussi à ce qui fait sens entre nos arrivées, nos départs, nos naissances, nos présences invisibles, l'intégration de nos âmes dans cette enveloppe terrestre éphémère. En fait, en général, Taïna, elle parle beaucoup d'âmes et de liens entre la religion taïno et la religion catholique. En fait, j'ai l'impression que, ici, à la lecture, les Taïnos, ils ont une pratique spirituelle plus pure que les Espagnols, et que le catholicisme, ce serait une sorte de version dévoyée d'une religion aux racines communes entre les deux peuples. Alors, bien entendu, tout ça, ça repose uniquement sur la vision de l'autrice. Il y a plusieurs mentions en fait sur l'intemporalité supposée des pratiques religieuses. Par exemple, dans ce passage, les Kalinago n'honoraient pas les mêmes dieux. Nous honorions tous nos émis, nous pratiquions nos rites qui venaient de très loin, de plus loin que les Espagnols. Alors, la culture matérielle Kalinago des petites Antilles, elle indique au contraire une perméabilité des idées venues des grandes Antilles et une proximité religieuse forte, que ce soit un socle de croyances communes ou une influence culturelle des grandes Antilles. La mention des rites qui viennent de plus loin que ceux des Espagnols, elle est aussi très discutable, étant donné en fait qu'il y a de grands bouleversements religieux qui sont visibles en contexte archéologique, au niveau des rites funéraires et des lieux d'inhumation qui changent à partir du 9e siècle de notre ère. Et on considère qu'il y a l'émergence d'un pouvoir religieux fort qui se fixe autour du 13e siècle. Il n'y a aucune comparaison possible avec l'Europe de la même époque, à part si on pense que les cultures autochtones sont ancestrales et proviennent du fin fond des âges. En fait, le roman, il prend également une tournure très particulière lorsque Taïna évoque les populations Kalinago, qui sont sans cesse montrées comme des ennemis héréditaires des Taïnos. Je vous lis un extrait. Maa les appelait les hommes bêtes. Ils attaquaient nos hommes les plus valeureux pour les boucaner et consommer leurs os en poudre magique. Autre passage, les femmes taïno qui vivaient avec les Kalinago continuaient à parler notre langue, tandis que les guerriers parlaient le Kalinago. Les ancêtres en avaient décidé ainsi, afin que nos peuples puissent devenir plus forts, plus résistants à l'ennemi. Secrètement, nos sages espéraient que par la langue, les enfants, à moitié Kalinago et Taïno, resteraient attachés à notre peuple, malgré ces négociations maritales décidées pour nous protéger. Les jeunes filles qui épouseraient des Kalinago étaient désignées dès l'enfance et élevées pour quitter les tribus Taïno, afin qu'elles ne soient ni tristes ni rebelles. C'était un honneur pour elles d'aller mélanger notre sang à celui de ces guerriers. Une fois l'an, nous amenions les femmes promises aux Kalinago. Et si nous ne le faisions pas, ils venaient les chercher dans une grande colère. Parfois, ils nous confiaient de jeunes garçons de leur tribu.
Ils arrivaient comme des petits sauvages indomptés. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont pas ici. Déjà, la distinction taïno-pacifique et kalinago-belliqueux, voire bestiaux, hein, comme c'est clairement écrit ici, en fait, c'est celle qui est faite par les colons. C'est une frontière virtuelle qui est très, très poreuse au niveau archéologique. On trouve des artefacts qui viennent des Grandes Antilles sur les sites Kalinago, et on trouve des artefacts du nord de l'Amérique du Sud dans les sites des Grandes Antilles. Les réseaux d'échange lient donc forcément les populations des petites et des Grandes Antilles. Les croyances des Kalinago sont influencées par les croyances des Grandes Antilles, comme en témoignent aussi des artefacts liés au culte qui sont similaires. En fait, l'autrice, elle reprend là les pires clichés développés par les colons. Parce que les Européens ont en effet soumis plus facilement les populations des Grandes Antilles par rapport à celles des Petites Antilles, qui étaient en mesure de mener des raids efficaces même pendant la période coloniale. Elles ont offert davantage de résistance, et le résultat, c'est qu'il existe encore des Kalinago aujourd'hui, à la Dominique, malgré le fait qu'ils aient été diabolisés pendant des siècles et leur culture largement dénigrée, exactement comme dans ce roman. Rien ne permet d'affirmer ce don de femme qui est présenté comme un plan secret, et qui serait de toute façon absurde pour une société matrilinéaire. Et la différence des langues parlées par les hommes et les femmes, elle a été relevée par les missionnaires à l'époque. En fait, elle a une explication qui est bien plus simple. En fait, c'est seulement le vocabulaire kalinago qui change en fonction du genre de la personne qui s'exprime. Donc au final, c'est du racisme qui est exprimé ici dans ce roman, envers la dernière population autochtone encore existante dans les Caraïbes. Il y a aussi des réflexions sur ce qui ferait la valeur d'un objet ou d'un service chez les Taïnos. Donc pour faire court, Taïna elle explique que contrairement à l'argent qui est utilisé par les Espagnols, c'est l'intention, c'est le désir de transmettre et l'amour qui font la valeur d'un don. Suite aux travaux de l'archéologue Angus Moll, spécialiste des réseaux d'échange chez les populations précolombiennes des Caraïbes, on peut néanmoins se faire une idée, assez claire d'ailleurs, de l'économie dans ces sociétés. Donc contrairement à ce que dit Taina, il n'est pas question d'intentionnalité ou d'amour. En fait, on a plutôt des marchands, des réseaux d'intermédiaires, des voies commerciales extrêmement étendues, sur des milliers de kilomètres, et les échanges se font à plusieurs échelles. En fait, on a une économie du don qui est basée sur la réciprocité entre différents groupes, utilisant des objets symboliques par exemple, comme des haches polies ou des petits visages sculptés, qu'on appelle des waisa. Et ces dons, en fait, créent des obligations mutuelles qui lient différents groupes ou individus. Ensuite, on a une économie de redistribution au niveau des villages où la classe dirigeante, les caciques, centralisent la production locale et la distribue. C'est le cas, par exemple, des productions alimentaires et de l'artisanat. Et enfin, on a une économie marchande de biens utilitaires, comme des outils et des objets manufacturés. Tout au long du livre, il y a donc énormément d'erreurs historiques et des inventions en fait totales. Autre exemple, la narratrice explique au début, comme on l'a vu dans la partie de Cassandre, donc elle explique, je cite, jamais des jumelles n'avaient eu droit à la vie, pas plus que les garçons. Les bébés anormaux ou ceux qui avaient le malheur d'arriver en deuxième position n'étaient pas gardés. Alors, il n'y a absolument aucune preuve de ces pratiques eugénistes qui visent à se débarrasser des bébés différents ou jumeaux. Et personnellement, en fait, je vois pas ce que ça apporte à part diaboliser les populations autochtones. En plus, dans quasiment toutes les cosmogonies et les mythes de la région, y compris dans ceux rapportés par Ramon Panet, on a la présence de jumeaux ou de divinités jumelles. Ensuite, il y a pas mal de confusion. L'autrice, elle s'efforce de placer plein de termes de langue taïno avec un lexique de référence à la fin. Donc, par exemple, on a quelquefois la mention du mot boyo pour désigner la maison. Donc, c'est plutôt sympa. Mais à côté de ça, en fait, la plupart du temps, elle utilise le terme de case, qui renvoie, encore une fois, clairement à un imaginaire colonial. Donc ensuite, il y a aussi énormément d'anachronismes qui, personnellement, m'ont fait sortir du roman, tellement c'est parfois grossier. On a par exemple une mauvaise compréhension de la production agricole des grandes Antilles précolombiennes. Dans cet extrait, par exemple, je m'occupais des champs de maïs, du cacao, des haricots, du manioc, des yuccas dont on faisait les galettes.
Le cacao, il a jamais fait partie des plantes cultivées à Haïti à l'époque précolombienne. Aussi, il n'y a pas de champ en monoculture, donc pas de champ de maïs à proprement parler. C'est peut-être un détail. Et en ce qui concerne les yuccas dont on faisait des galettes, en fait, il s'agit d'une mauvaise traduction du mot espagnol pour parler du manioc. Donc en espagnol, on dit yucca pour le manioc. Et en français, le yucca, ça désigne un arbuste à fruits. Et yucca et manioc se retrouvent tous les deux à Haïti, mais seul le manioc sert à faire des galettes. Donc en fait ici, ça n'a pas vraiment de sens, parce que ça sous-entendrait qu'elle fait des galettes avec un arbre à fruits, mais on peut pas, c'est pas possible. Enfin voilà, vous voyez le souci. Maintenant, imaginez que vous êtes au supermarché et pensez à tout ce qui est annoté origine République dominicaine ou Haïti. Eh bien, il y a de grandes chances que ce soit un aliment qui se retrouve dans le roman. Les taïnos de Degelt ont donc des mangues, des bananes et du cacao, comme on a vu. Et le problème, c'est que tout ça, c'est cultivé sur l'île après la colonisation et inconnu des populations autochtones au moment du contact. On a aussi cet extrait. Diego était très étonné du pouvoir de l'aloe vera dont je lui avais appliqué les feuilles sur la peau. Sauf que l'aloe vera, il a été amené par les Espagnols. C'est pas une espèce native des Caraïbes. Donc en fait, Diego, il est très étonné par quelque chose qu'il est censé avoir lui-même amené. Donc voilà, ce genre Diego est un peu con en fait. Diego, Ouais. Diego est pas très futé. Il est beau, mais il est bête. C'est clair. Alors, autre petit détail anachronique pour la route. Donc, il y a un moment où Diego, il a perdu la boussole que son père lui avait offerte quand il était petit. Taina la retrouve, je cite, entre les mains d'un enfant. C'est bien celle que lui avait offerte son père. Son nom était gravé au dos. Donc, je pense que vous comprenez comme moi qu'il s'agit d'une boussole de poche, où il y a le nom gravé derrière. Problème, ce genre d'instrument, il remonte au début du XXe siècle. C'est très récent. Donc, à moins que le gamin en question se balade avec un instrument de navigation de la taille d'une grosse boîte, typique des boussoles du XVe siècle, mais du coup, ça donnerait un aspect assez curieux à la scène. Donc, dans l'ensemble du livre, les Taïnos sont présentés comme une monoculture. On a Taïna qui le mentionne à plusieurs reprises, qu'elle fait partie d'un même peuple qui se retrouve sur toutes les îles des Grandes Antilles, différent des tribus des autres îles, comme elle le dit. Alors, c'est bien sûr totalement faux, il y a plusieurs cultures différentes et même des langues différentes parlées dans les Grandes Antilles, y compris au sein des mêmes îles. La dichotomie taïno-non taïno, elle est très peu claire, tant les réseaux d'échange sont denses, jusqu'à véhiculer, comme on l'a vu, des idées, des concepts, des croyances, et intriquer tout ça de manière complexe, sans pour autant gommer certaines spécificités régionales, comme des techniques de céramique, des systèmes de filiation, etc. Donc non, il n'y a pas de monoculture taïno, mais tout un tas d'entités politiques culturelles, avec différents degrés de distinction, faisant partie d'un même réseau. Et tout ça, moi, je trouve que c'est d'une richesse absolument folle. Mais l'autrice, elle préfère les stéréotypes, malheureusement. Et à propos de stéréotypes, on va attaquer un morceau que j'aime bien, un gros morceau, celui de l'origine du peuple de Taïna. Je cite un passage. Maa disait que notre peuple était arrivé du grand continent, très longtemps auparavant. Certains venaient de la forêt immense et d'autres de très grandes villes situées plus au nord, que nos ancêtres avaient construites et qu'ils avaient appelées la cité des dieux. Alors je précise qu'il y a une astérisque après cité des dieux. La cité des dieux. Cité des dieux, ça renvoie donc au texte suivant. Il n'est, je cite, il n'est pas exclu qu'il y ait eu des mélanges entre les Arawaks venus des terres de l'Amazonie et des Mayas venus du Mexique, car les rites des Taïnos s'apparentaient énormément à ces deux peuples. Liberté a été prise dans ce roman de prendre le parti de ces découvertes récentes. Alors, pas de souci, on a compris qu'il y avait beaucoup de libertés qui ont été prises. Donc, la dynamique de peuplement de la région, on arrive en fait à s'en faire une idée, même si c'est un thème de recherche qui, je le concède, évolue très vite. La première vague de peuplement remonte à environ 7000-6000 ans, depuis la péninsule du Yucatan et l'Amérique centrale. Ensuite, il y a une deuxième vague qui remonte à environ 5500-5000 ans, venant de Trinidad, du Venezuela et de la vallée de l'Orénoque.
C'est le début d'une culture de chasseurs-pêcheurs-collecteurs s'établie dans les Caraïbes depuis le sud et qui aboutit aux premiers établissements dans les grandes Antilles. On a une étude très récente d'avril 2025 qui démontre par l'analyse de dents que les populations étaient déjà sédentaires à Cuba il y a 4000 ans. Puis, il y a environ 2800-2500 ans, il y a une nouvelle vague de migration qui arrive depuis le Venezuela, appelée culture saladoïde, du nom du site de Saladero. Ce sont ces populations qui, en quelques siècles, absorbent et remplacent toutes les cultures précédentes. D'autres vagues de migration venues du sud se succèdent jusqu'au IIIe siècle de notre ère, et à partir du XIIIe siècle, il y a une culture distincte issue de ce métissage qui se développe dans les grandes Antilles. Et c'est cette culture qui est qualifiée de taïno ou d'ostionoïde tardive. Ce qui veut dire que la proximité avec les Mayas, elle est absolument nulle, puisque la civilisation maya, elle émerge il y a 5500 ans environ, soit presque 2000 ans après la vague de migration venue du Ouais. Yucatan. Ah, c'est quoi 2000 ans? Et à l'inverse, il y a une proximité très proche avec les populations du bassin de l'Orénoque et de l'Amazonie. Si bien que dans la recherche actuelle, en fait, l'aire géographique de la Grande Amazonie, elle remonte jusqu'aux Caraïbes, incluant les Grandes Antilles et les Bahamas. Ce qui veut dire trois choses, que, de un, il n'y avait pas de grande cité maya à l'époque des migrations des ancêtres des Taïnos. Deux, il n'y avait pas la forêt immense en Amazonie à l'époque de Taïna, mais la présence de réseaux de villages. Et trois, la culture de Taïna, elle est relativement récente. Elle a 200-300 ans. C'est donc très improbable qu'elle soit au courant de migration venue d'Amérique centrale, sachant qu'en plus, dans la cosmologie taïno à Haïti, les humains sont originaires des grottes de l'île et que le temps du mythe, je vous le rappelle, il existe dans la réalité. Et on arrive enfin au cœur du problème, le plus significatif de ce roman selon moi, c'est le liant en fait de toutes ces incohérences, le discours New Age. Alors la première partie du roman, elle s'ouvre sur ce poème que je vais vous réciter. Le chant des anciens est celui du nouveau-né. Il ne sait ni la vengeance ni le pardon. Le chant des anciens ne sait qu'aimer. Il naît dans les profondeurs de la forêt. Il naît dans la forêt, dans la profondeur des nuits sans lune. Il s'élève dans l'obscurité et inonde les vivants d'amour et de lumière. On apprend plus loin que le chant est, je cite, une vibration connectée au monde des esprits. Chanter ce que le cœur murmurait, c'était comme tracer une voie vers les étoiles, pour celui auquel on l'offrait. Donc dans cet univers, inutile de préciser que là, on n'a plus aucun lien avec des populations précolombiennes, on apprend les règles des vibrations. Je continue. Auprès des hommes, Diego découvrit les enseignements des vibrations. Il apprit que chaque humain peut découvrir ce qui vibre en lui. Ainsi, la joie, la peur, la curiosité, la certitude du meilleur ou du pire s'accordent à ce qui vibre de façon identique à l'extérieur de soi. C'est ainsi que notre esprit s'enlace à notre corps. C'est ce qui nous permet de tenir si longtemps face à l'adversité. Écouter notre vibration personnelle repousse ce qui ne nous ressemble pas. Mais c'est aussi ce qui finit par nous perdre, car vibrer sur la même fréquence barbare que nos ennemis nous poussa à adopter le ressenti d'une révolte qu'ils identifiaient et qui décuplait leur hargne de prédateurs. Alors je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que dans cet extrait, Taïna, elle rejette presque la responsabilité du génocide sur les Taïnos eux-mêmes, au moins en partie. Ouais. Mais aussi, donc, les chants des humains et des oiseaux qui génèrent des vibrations magiques sont dans le roman. Alors, attention, là, c'est un énorme spoil. C'est le secret de l'agriculture. Quoi? Chanter transmet la joie et l'amour aux plantes. Et c'est ce qui permet de les faire pousser. D'ailleurs, la famine qui arrive avec la conquête espagnole est, selon Taïna, en partie due au fait que les Taïnos ne chantaient plus en cultivant, parce qu'ils n'étaient plus capables de transmettre la joie et l'amour aux plantes, qui réduit quand même fortement l'impact de la perte de main-d'œuvre due au massacre, aux morts de maladie et à l'esclavage.
C'est difficile, je trouve, de trouver une définition pardon, des vibrations dans le contexte du New Age, qui est un mouvement qui est quand même très hétéroclite et donc avare en explications consensuelles. Du coup, j'ai cherché dans ma bibliothèque. Et il se trouve que, comme par hasard, j'ai le volume 2 de La doctrine secrète de Helena Blavatsky, paru en 1888, un des livres à la base de la plupart des croyances New Age jusqu'à nos jours. Alors c'est très laborieux à lire, encore pire que Sauvagerie. Mais j'ai pu synthétiser une définition des vibrations. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Donc selon Blavatsky, c'est le mouvement universel éternel, qui est aussi appelé le grand souffle, qui entretient l'éternelle rotation des roues de la vie. C'est ce qui anime les particules de la matière, même inertes. C'est pour ça que ça les fait vibrer. Et c'est ce qui permet d'agir sur l'éther. Alors l'éther, c'est, je cite, la substance impondérable qui remplit les espaces interplanétaires. Et en fait, ça permet de produire des phénomènes, les vibrations. C'est une sorte de force Quel qui enfer. répond à la conscience d'une divinité unique, présente partout et en toute chose, sur laquelle certaines personnes peuvent agir. En fait, c'est littéralement la force de Star Wars. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est vraiment la force, C'est quoi. littéralement Quel ça. enfer. Mais du coup, ça veut dire que Star Wars, ah, c'est New Age ou c'est pas New Age? Vrai débat, vraie question, on va commencer à remonter. Non, parce qu'il s'en prend pas à des cultures. À la base, Star Wars parle quand même de la chevalerie européenne, donc ça me semble moins New Age quand même. Ouais, OK, Ça fait pas de l'appropriation culturelle, si c'est ça le. Si on peut parler de ce topic-là, Star Wars fait pas d'appropriation culturelle sur son sujet principal. oui, c'est vrai. Parce que malgré tout, il s'inspire quand même de beaucoup de cultures, notamment la culture japonaise. Mais Ouais, c'est plus diffus peut-être, c'est plus diffus, je ouais. pense. Et le message, c'est Mieux plutôt un digéré. message anti-fa plutôt que New Age, je pense, en C'est vrai, réalité. regardez Andorre. Oui. En plus de cette magie des vibrations, on a l'intentionnalité, qui se retrouve dans le New Age, dans le développement personnel, où les causes et les conséquences de ce qui arrive sont renvoyées au niveau de la responsabilité de l'individu. Ainsi, au sujet de la maladie, je cite, le malade aussi devait s'engager sur ce chemin, car nul ne peut être soigné s'il n'est pas l'artisan premier de sa guérison. S'il meurt, il en est responsable en tout premier lieu, et celui qui le soigne en second. Responsable de ne pas avoir su lui communiquer la joie de guérir et de rester vivant pour accomplir sa mission personnelle au sein de son peuple. Plus loin, on a, avant tout, la maladie faisait état de ce que le malade n'avait pas voulu voir, pas voulu vivre, pas voulu comprendre. Alors, on va passer sur le problème de toutes ces phrases. Donc, juste d'un point de vue autochtone, ça n'a aucun sens. En fait, c'est la personne spécialiste des rituels qui est responsable dans ce domaine. Cette personne, qui a donc un rôle important au sein de sa communauté, lutte souvent contre un spécialiste rituel ennemi ou un esprit. Et c'est le plus fort qui gagne. La cause de la maladie, elle est donc toujours extérieure à l'individu. La guérison, c'est avant tout une lutte. Et son enjeu, il est communautaire et non individuel. Et puis on a pas mal de laïus sur l'amour qui prend une dimension spirituelle. Je cite par exemple deux souffles d'âme qui s'étaient déjà accordés. Deux êtres se retrouvaient après s'être perdus dans l'au-delà. On racontait qu'ils se reconnaissaient immédiatement. Ils avaient déjà un long passé d'amour dans d'autres vies. Alors en fait, ce passage, ça sous-entend l'idée de réincarnation, qu'on retrouve en fait dans le syncrétisme New Age. Mais ça n'a strictement aucun sens d'un point de vue précolombien. Pour une simple raison, il n'y a pas de réincarnation. L'esprit d'un défunt, il rejoint le monde des esprits qui est dans la réalité. Les morts ne se réincarnent pas, ils continuent à vivre d'une certaine manière avec les vivants. Après, on a un aperçu de comment sont éduqués les enfants, qui semble provenir plus d'une brochure d'une école Montessori ou Steiner-Waldorf. Je cite, les chrétiens n'ont aucune perception du vrai amour des enfants, qui sont des natures neuves dans lesquelles tout un peuple puise une nouvelle façon d'être au monde. Ils aiment leurs petits, mais ces derniers ne doivent qu'obéir. J'ai pu ainsi remercier les dieux de m'avoir fait naître dans une assemblée d'humains,
qui m'ont enseigné la liberté, l'amour, la douceur, la grandeur et la compréhension de toutes ces choses de l'univers proche et lointain. En tout homme, en toute femme, en tout être humain, il existe cette naturelle aspiration à la compréhension de la vie, au bon sens du chemin, à la véracité des sentiments. Voilà, ça te fait très école de la vie, hein, on est d'accord. Et aussi, on a un très fort essentialisme typique des valeurs occidentales conservatrices qui sont véhiculées aussi dans tout le New Age. Donc les femmes sont présentées comme accomplies lorsqu'elles ont un mari et des enfants. Il n'y a aucune mention d'autres types de genre ou de sexualité. On a un passage qui parle des, je cite, hommes-femmes, ces hommes qui étaient nés dans un corps qui n'était pas la bonne enveloppe. Donc c'est encore une fois très essentialisant, particulièrement transphobe. Ça montre un désintérêt total sur le sujet de la part de l'autrice. Parce que, en fait, des études sur le genre et sur les sexualités non occidentales, ben, il y en a plein qui existent. Il y avait juste à aller voir, Ouais, mais c'est difficile d'aller voir. je crois. Ouais. Et je peux pas m'empêcher en fait de vous partager aussi un passage sur les naissances et les accouchements qui sont nommés par Taina les arrivées sur Terre. Et en fait, c'est tout un passage qui est extrêmement New Age, avec l'accueil d'une nouvelle âme, etc. Mais il y a un moment particulier Oh. sur lequel j'avais envie de revenir. Je cite: Il fallait aider la mère à accueillir son petit enfant en lui montrant le chemin de la lumière. Et pour qu'elle souffre moins, nous la relions au talisman magique des passages, Takulawa, la pierre verte que nous portions autour du cou à partir du moment où notre ventre saignait. Plus loin, on a: Je serrais frénétiquement la pierre Takulawa que je portais depuis si longtemps. On m'avait dit qu'elle m'aiderait à ouvrir le sentier de lumière pour mes bébés. Il est aussi noté que la pierre de Takulawa, c'est le bijou le plus précieux pour les femmes. Parce que là, à part le New Age, ça va. Mais vous vous rappelez des terribles Kalinago qui cherchent tout le temps à faire la guerre? Eh bien, il se trouve que le terme Takulawa, eh bien, en fait, il vient de la langue Kalinago. Et que ces histoires de pierres, elles ont été consignées par le père Raymond Breton au milieu du XVIIe siècle chez les Kalinago. Et par d'autres missionnaires, chez les Kalina en Guyane, par exemple. L'origine du mot Takulawa, il vient du terme tupi Takulu, et il désigne la jadéite. Or, je vous rappelle que Taina, elle nous dit depuis le début du livre que les Kalinago, c'est des sauvages dangereux qui sont en tout point différents des Taïnos. Alors que tout indique ici qu'il s'agit d'une tradition qui pointe vers les Petites Antilles et vers l'Amazonie. Et bien entendu, Raymond Breton, il n'est pas cité en source. Et en parlant des sources, en fait, une grande partie des problèmes vient de l'utilisation de celles-ci par l'autrice. En fait, en réalité, elles sont assez faciles à retracer parce qu'elle en cite quelques-unes, qu'elle en utilise très peu et qu'elle n'a pas de recul critique par rapport à tout ça, comme on l'a vu. Et au lieu de ça, elle se contente d'imaginer des liens avec ces thèses New Age ou des éléments qu'elle invente afin d'essayer de créer un univers de fiction cohérent. Il y a aussi des sources non mentionnées, comme Ramon Panet, qui est parfois littéralement paraphrasé, ou Raymond Breton, comme on l'a vu. Et en fait, en résumé, cette mauvaise compréhension, elle produit plusieurs contresens. Par exemple, il est évoqué à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de punition, à part des bannissements chez les Taïnos. C'est pourtant en contradiction directe avec les textes comme ceux de Ramon Panet, qui indiquent que les spécialistes des rituels, s'ils échouent dans leur tâche, ils sont roués de coups de bâton. On pourrait aussi citer l'anonyme de Carpentras qui détaille les châtiments corporels destinés à celles et ceux qui enfreignent les lois chez les Kalinago. Et puis après, j'ai mis en vrac des, des points que je voulais voir avec vous, mais je ne savais pas trop comment les mettre. Donc on a une tentative de jeu de mots en taïno que j'ai absolument pas compris. Alors je vais vous la faire, attention, préparez-vous. Vas-y. Au début, nous appelions les Espagnols Wama, les señores en quelque sorte. Puis leur aspect poilu et le dégoût qui nous inspire au fil des jours les transforma en Wama Cacatoès, comme l'araignée à poil, seigneur à poil. Diego aussi était un cacatoé, mais ma rencontre avec lui allait être différente de tout ce que je connaissais. Donc voilà, moi j'ai rien Ah, compris. j'ai- Non, j'ai décortiqué, donc Wama, ça veut bien dire personne importante, donc señores, ok, ça marche. L'araignée, ça se dit Waba, et Cacatoès, ça vient de l'indonésien. Voilà, je sais pas si vous avez... Ah, Ça ne veut rien dire. En plus d'être mal Voilà. écrit, ça veut rien dire, quoi, parce que c'est très mal écrit quand même, hein.
Et oui. Quel Et enfer! puis, il y a un passage vraiment très mystérieux. Je vous le lis. Je voulais ensuite faire visiter à Diego le désert de Charawa, dans le grand lac salé, peuplé de ces étranges lézards de l'ancien temps. Maa disait qu'ils venaient de plus loin que les dieux et les esprits. Ils étaient, disait-elle, des sages qui par leur présence nous rassuraient sur la longévité de nos espèces. Les Quoi reptiliens? ces lézards de l'ancien temps? C'est quoi ce délire? C'est des dinosaures, des aliens C'est des reptiliens? je sais pas. Je sais C'est pas, le il y a juste cette pension, on sait pas. mais pourquoi? Alors du coup, bah, je suis allé me renseigner, parce que les lacs salés dans la région de Charawa, donc il y en a un grand et dedans il y a des crocodiles. Mais c'est trop Ah! simple. Elle aurait pu juste dire crocodile. Du coup, le mystère reste entier, selon moi. Oui, super, putain, quelle horreur. Enfin, dans tout le livre, Christophe Colomb, il est présenté comme une sorte de héros tragique. Par exemple, heu, Cristobal était un navigateur, un découvreur, une belle âme, mais il n'a aucune autorité sur les hommes qui l'accompagnent. Et en fait, il est déresponsabilité du génocide par Oh Taïna. là là. Il est vu comme quelqu'un de bon, presque comme une victime des conséquences de ses voyages, alors qu'il suffisait de lire la retranscription du journal de Christophe Colomb chez Bartolomeo de Las Casas pour constater qu'il est intéressé par l'or, par les terres, par la colonisation et le rapport de force qu'il pourrait avoir avec les autochtones dans le but de les asservir. Il décide lui-même d'enlever des autochtones pour les amener en Espagne. Mais dans le roman, rien de tout ça n'est mentionné. Pour conclure, je n'ai fait qu'effleurer les points problématiques dans ce livre, qui, à l'inverse du devoir de mémoire annoncé, sombre dans les clichés les moins inspirés du genre. La cohérence de l'univers, imaginé par l'autrice, se fonde sur une vision New Age et exotisante des populations autochtones qui est héritée directement d'une vision coloniale. Pourtant, on parle d'un peuple qui a été réel, qui a bien vécu et qui a été victime d'un génocide. S'il y avait eu une vraie volonté de mémoire, la moindre des choses, bah, ça aurait été de chercher à connaître ce peuple dont elle parle. Je n'ai relevé qu'une fraction ici des problèmes et erreurs de fond du livre. On en trouve quasiment à chaque page. C'est un désastre. C'est pas juste une fiction historique mal écrite, c'est un roman qui perpétue des fantasmes coloniaux et des stéréotypes New Age. Je vous déconseille donc fortement sa lecture si vous avez un intérêt pour l'histoire, l'archéologie ou pour les populations autochtones. Ou même la littérature. Ou Oui, ou ou même la littérature, c'est clair. pour l'écriture en général ou les C'est ce que romans. j'ai cru comprendre, ouais. En gros, si vous Ah, aimez lire, ne lisez pas quoi ce truc. c'est ça. Alors malheureusement, en fait, il existe trop peu de livres grand public sur les populations précolombiennes des Caraïbes. En fait, je n'en connais aucun en français et qu'un seul en anglais qui date de 2009, donc il est un peu daté, mais bon, vu que c'est le seul, je le recommande quand même. Donc il s'agit de Talking Taino, que je peux même vous faire passer en PDF si vous voulez, parce que sinon je crois qu'il doit être à 100 balles sur Amazon, qu'il est plus édité du coup. C'est un livre qui est très bien illustré et vulgarisé, qui est écrit par 2 archéologues, réputés et qui ont participé à l'essor de l'archéologie dans les Caraïbes, qui sont Elizabeth Carlson et William Keegan. Donc vous pouvez juste passer le chapitre sur Christophe Colomb qui est extrêmement chelou et qui laisse entendre une thèse qui est largement décriée et sans réel fondement sur le fait que le but de Christophe Colomb, c'était bien d'aller en Amérique et pas en Asie. Sinon, je vous recommande aussi la relation d'un voyage infortuné fait aux Indes occidentales par le capitaine Fleury, qui n'est pas Marc, mais qui, Mais peut-être qui un lointain ancêtre. Je n'en démordrai jamais. qui a été écrit au début du XVIIe siècle par un Français anonyme, naufragé en Martinique précoloniale et qui a vécu parmi les Kalinago. Alors c'est presque un roman, c'est presque un récit pardon, d'aventure et d'ethnographie, et je le trouve très accessible à lire. Et côté roman, lisez Rouge Brésil, qui reste malgré son grand âge bien mieux que Sauvagerie. Et si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager. Merci en tout cas à tous les deux. Merci. Parce que ce que vous avez fait ce soir, c'est d'intérêt public, je pense. D'autant plus sur des sujets qui sont très méconnus du grand public, en tout cas du grand public français. C'est important de pouvoir dire les choses et mettre en garde. Et que si des gens au hasard, malgré nos faibles nombres d'abonnés, tombent sur votre chronique que vous avez fait toutes les deux,
Ça puisse leur permettre d'avoir une vraie réflexion sur ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils projetaient de lire. Après, à décharge, Cassandre, elle avait mentionné un truc, qui était pas bête, c'était que ça pouvait susciter peut-être une première curiosité. Oui. C'est vrai. Ah, après, ça dépend de comment on aborde le roman, mais Mmh. enfin, par exemple, moi qui ai pas de connaissances très spécifiques sur les peuples précolombiens, il y a quand même un côté, oui, où enfin, même sans avoir trop de connaissances, on sent un peu tout ce qui est incohérence, on sent les problèmes du fait de l'écriture. Et donc, je pense que oui, ça peut ouvrir à faire de véritables recherches. Avec le problème que malheureusement, ben, il n'y a pas de livre en public qui existe, encore Oui. dans Ouais, ce c'est ça en secteur. fait le souci. C'est ouais, et je pense, ouais, c'est un gros souci Et tu et sais ce qu'il te reste à faire, hein, Nico? synthétiser toute la littérature. Une romance, Une roman une Allez, c'est romance parti. décoloniale. Une romance décoloniale. Non, mais en fait, mais en plus, c'est tellement riche, il y aurait tellement de choses à faire. Mais, je trouve ça vraiment dommage, en fait. Je trouve ça vraiment décevant, en fait, qu'on préfère enfin, juste refaire des clichés, reproduire toujours les mêmes types de romans, les mêmes choses, sans recul, sans rien. Enfin, on est en 2025, quoi. Il y a un moment où il faut que ça change. Ouais, oui. mais ça vend pas la nouveauté Ah, et l'historicité, j'ai l'impression. je sais pas parce que même honnêtement, même quand tu prends les romances actuelles, par exemple, bon, même celles qui sont Ouais. très vendues, il y a des modes et moi, j'ai trouvé que la sauvagerie, il correspondait enfin, le scénario correspond à des romances beaucoup plus anciennes. Enfin, on se croirait un peu dans la série Harlequin, des années 80, quoi. Et je pense que oui, puis même avec des trucs assez simples, en dehors de la question de la recherche, archéologique et historique qui Mmh. n'est clairement pas menée, heu, même avec des trucs assez simples, on aurait pu moderniser le roman et c'est pas le cas, quoi. C'est clair, ou en faire un univers de fiction. Comme ça, Oui. il y a pas de ce souci-là. Et ben, vous avez un mot de la fin à dire tous les 2? J'ai le PDF pour celles et ceux qui s'intéressent. On vous met le PDF si vous voulez à disposition Voilà. pour aller jeter un coup d'œil. Si vous Comme voulez ça vous relever les sons. évitera ça vous évitera d'avoir à l'acheter. Ouais, parce que ah oui, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que en fait, j'ai lu le roman une première fois et après je l'ai relu de manière, critique pour relever tout ce qui allait pas, mais j'ai fait ça que pendant la première moitié du roman. Donc il y a toute une deuxième moitié si jamais vous voulez vous amuser à à relever les erreurs. Oui, c'est que tu as pas réussi à aller au bout la deuxième C'est fois. trop, c'est beaucoup trop, il y a trop de choses, mais je te dis, c'est presque un problème par page, Et ouais, voire plus. c'est fatigant. Oui, Mais en tout cas, on te remercie de nous avoir épargné, enfin on vous remercie tous les 2 d'avoir bien voulu vous infliger la lecture de ceci, qui du coup ne me donne pas envie de le lire et je ne le lirai pas et merci du coup. mission accomplie. Mission accomplie, je vous applaudis dans la foulée, voilà. Donc merci, merci beaucoup. On va mettre fin à l'enregistrement du coup parce que ça fait déjà bien 2 heures et des patates, je Ouais, pense qu'on est en train je m'en d'enregistrer fais pas. et que j'en ai un autre dans 45 minutes. Et bah, du coup, je vous remercie encore une fois d'avoir bien voulu faire cet épisode en ma compagnie. Je remercie tous nos auditrices, tous nos auditeurs qui nous écoutent. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode, si ça vous a plu ou non. Et puis, bah, on vous dit à la semaine prochaine pour autre chose. Je sais pas trop quoi, parce que vous l'avez vu, effectivement, cette année, je dis ça à chaque épisode, mais c'est un peu plus chaotique, parce que j'essaie de prendre un peu du recul pour me faire moins bouffer. Mais vous me direz si c'était vraiment si chaotique que ça, mettez-le dans les commentaires. En tout cas, Cassandre, ça m'a fait plaisir de te recevoir sur ce plateau. Et surtout, n'hésite pas à revenir si le cœur t'en dit. Mais avec plaisir. Et sur ce, des bisous à tout le monde. Ciao, Des ciao. bisous. Merci Marc et merci Cassandre. Merci. Merci. Et ça va du coup pas trop stressé pour la première intervention Un peu, un un peu? peu, mais ça va aller. Oui, j'imagine que ça va aller. Il y en a plein d'autres qui sont passés avant toi, notamment Charles il y a pas si longtemps que ça, hein. C'est vrai. D'ailleurs que Charles, que j'ai oublié de prévenir, qu'on enfin bon. Tu peux toujours lui envoyer un message s'il arrive en cours de route, c'est pas bien grave, hein. Non, mais je crois que j'ai vu sur un autre serveur qu'il y avait une soirée dans un bar ou un truc comme ça. Ah Mais OK. moi, je préfère tourner au thé avec vous. Pourquoi bien. Ah oui, ce soir, je vous préviens, c'est thé et bière sans alcool.
Bah, t'as Ok. bien raison, moi c'est eau, donc écoute, Pas mal. ouais. Ouais. Pareil, je suis à l'eau. La plupart du temps, je suis à l'eau en fait, hein, d'ailleurs, en réalité. Ouais, C'est très bien. c'est clair, c'est la C'est base. de l'eau calcaire de chez moi. Mmh. Mm. Des Trop petits bien. minéraux. Petits minéraux pour la vie, tout ça, c'est chouette.